Donc, bonjour aujourd'hui, bienvenue à un nouvel épisode du Musclé et du Moine. Je suis avec mon compatriote, le frère Lafond. Comment ça va, Lafond? Je vais bien, toi? Ça va très bien. Lafond, ça fait un mois là, que tu es à Montréal. Là. Comment ça a été tes vacances? Écoute, c'était très, très bien, mais là, c'est terminé. Alors, on termine en beauté aujourd'hui parce qu'on a un podcast. Ben oui. Ouais. Écoute, on est aujourd'hui avec notre invité Wally. Wally, tu as fait fureur sur les réseaux sociaux. Tu es un tireur d'élite. Et puis, tu es en train d'écrire ton livre en ce moment. Yes. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer un peu dans le monde, de te médiatiser puis de parler de tes expériences en tant que tireur d'élite? Oui, bien, premièrement, merci de l'invitation. Mais si on peut aborder le sujet de la médiatisation, exemple, quand j'avais été au Kurdistan comme combattant volontaire contre l'État islamique, j'avais été à Tout le monde en parle d'ailleurs, je m'étais présenté comme si, j'ai dit, j'avais une arme dans une main, une caméra dans l'autre, donc il y avait souvent les deux côtés de mon combat, si je peux dire ça comme ça. Puis, une des raisons, c'est parce que tu peux leverager ça. Tu peux avoir un effet en faisant ça. Puis ça, c'est un sujet que je trouve passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais, tu sais, quand tu vas avoir un impact comme personne, en fait, il y a plusieurs façons. La façon la plus facile, c'est de faire un impact personnel. Donc, par exemple, tu es un ambulancier. Tu peux avoir un impact personnel à titre d'ambulancier, par exemple, ou tu fais un œuvre de charité, etc. Mais si tu veux avoir un impact au-delà de ta personne, en fait, il y a trois façons que je dirais que tu peux avoir un impact. La première, c'est avec des ressources. Donc, par exemple, si tu as beaucoup d'argent, par exemple, si tu es très, très riche, tu peux avoir un impact. Tu peux donner de l'argent, tu peux financer de la recherche, par exemple, pour guérir des maladies rares, etc. L'autre façon, c'est le pouvoir. Donc, par exemple, si tu deviens, exemple, ministre, on va dire, ou tu as un rôle de pouvoir, ou tu es un dirigeant d'entreprise, tu es capable d'avoir un impact qui est au-delà de toi-même comme dirigeant. Donc, le pouvoir, donc les ressources, le pouvoir. Troisième façon, l'influence. Donc, si tu n'as pas des ressources, si tu n'es pas né riche, puis quand on dit avoir des ressources, c'est plus que, par exemple, avoir 1 million. Là, on parle de... Moi, je pense que si tu as un grand impact, il faut vraiment que tu aies beaucoup d'argent, donc beaucoup de ressources. Et le pouvoir aussi, souvent, il est prêté. Donc, il faut que quelqu'un te le donne. Donc, il reste juste un avenue si tu veux avoir un impact qui va au-delà de ta personne, qui est l'influence. Et avec les technologies comme les médias sociaux, etc., il y a une capacité à le faire. Donc, c'est là que ça, c'était une de mes ambitions, c'en est encore une, d'avoir, dans le fond, une influence. OK, bien, c'est tout en ton honneur parce que, tu sais, je pense que le legacy en français, l'héritage que tu donnes aussi quand tu parles de ton expérience, parce qu'on va se le dire, le métier que tu fais, c'est pas un métier facile, c'est probablement, on peut débattre là-dessus, mais c'est un métier, selon moi, le plus difficile sur la planète, là, ou un des plus difficiles, facilement. Fait que juste d'avoir l'influence, de parler de ton expérience, ce que ça peut faire comme impact, d'avoir un micro puis d'avoir une caméra, puis d'inspirer les gens sur ton expérience, que ce soit les erreurs que tu as faites ou les apprentissages along the way, bien ça, t'as pas besoin d'avoir des millions pour faire ça aujourd'hui en 2025. Exactement. Sauf qu'en même temps, vu que c'est plus facile, tout le monde peut le faire. Donc, c'est ça le problème. Avant, il y avait des gatekeepers, il y avait les médias, etc. Donc, si tu n'étais pas bien plugué, mettons, il y a 50 ans, avec des journalistes, etc., tu pouvais à peu près pas te faire entendre. C'était extrêmement difficile. Il y a des exceptions. Par exemple, si on parle de religion, ben, tu as le protestantisme qui est parti d'une espèce de... l'équivalent d'une publication Facebook aujourd'hui. Puis après ça, ça a été placardé sur les églises partout. Donc, ça a fait comme une espèce de traînée de poudre, qui est un peu l'équivalent d'une publication virale de nos jours. Mais justement, le fait qu'il n'y avait pas de compétition, parce que c'était techniquement dur de le faire, faisait en sorte que quand ça levait, par contre, tu avais une espèce de monopole d'attention. Maintenant, l'attention est de très, très, très courte durée. C'est une des raisons pourquoi que des fois, j'avais des discussions avec des gens, mettons, des combattants volontaires, puis j'avais un paquet de monde. Puis là, des fois, le monde me regardait, genre, puis j'en reviens pas, t'es devant moi, tu me vois, je peux pas croire que je te serre la main. Puis là, après ça, il y a des gens qui me disaient, comment ça te monte pas la tête? Des fois, j'avais de l'attention, ça n'a aucun bon sens, là, tu sais, on peut en parler. Puis là, mais en même temps, je sais que c'est éphémère. T'es au goût du jour, puis un mois plus tard, t'es oublié. Ça va être un autre mode. Dans 10 ans, ça va être quoi? Ça va être complètement... Il y a plein de personnes qui sont connues de nos jours en ce moment, que dans 10 ans, ça va être quasi de l'anonymat. On parle même pas de 50 ans, 100 ans, 1000 ans, etc. D'ailleurs, j'avais une discussion avec quelqu'un pas très longtemps, pendant que je faisais une levée de fonds pour l'Ukraine à Vancouver. J'ai mentionné justement Jésus. On parlait comment justement une histoire peut être médiatique, etc. Je disais, écoute, une des histoires les plus médiatiques, les plus connues au monde, Jésus,
on n'a aucune image de lui. L'histoire est tellement forte qu'il n'y a aucune image. En fait, c'est quasiment ça qui fait la force du personnage, c'est qu'on spécule. C'est qui vraiment? Il y a des gens qui vont dire, écoute, c'était un Hébreu qui faisait ci, qui faisait ça. C'est le personnage le plus documenté aussi sur la planète. Là. Mais c'est quand même spécial la personne qu'on n'a aucune image est une des personnes les plus connues. Même chose avec les fondateurs des grandes religions, par exemple, comme Mohamed, etc., qui, dans la religion musulmane d'ailleurs, il y a même un film qui s'appelle Le Messager où tu vois pas Mohamed parce que tu vois comme son angle. C'est vraiment une expérience cinématographique spéciale. Tu vois comme de la vue de Mohamed. Parce que pour les musulmans, c'est considéré comme l'idolâtrie si, par exemple, tu as une vedette. Même à la limite pour certains. Tu ne peux pas faire un dessin de Mohamed. C'est pour ça qu'ils ont développé un art très géométrique, justement, pour ne pas représenter des. Mais ça, il y a certains islamiques qui vont prendre ça au pied de la lettre. Tout ça pour dire qu'il y a eu des histoires incroyables qui aujourd'hui encore résonnent et pourtant il n'y avait pas d'image de la personne qui l'a partie. C'est quand même fascinant. C'est qu'on voit la force d'une histoire, dans le fond. Ouais. L'image, moi je disais ça aux producteurs quand on préparait pour ce qui s'en vient, les documentaires, etc. Puis je leur disais, écoutez, en anglais, les images sont cheap, images are cheap, stories are expensive. Les images sont cheap, il y en a partout. Mais les histoires, c'est ça que peu de gens ont. Une vraie histoire en plus, c'est ça qui est rare de nos jours. Tout le monde a des images, tout le monde a un selfie de toi à côté d'un tank qui brûle ou ces affaires-là. C'est facile d'en voir ça. L'histoire, par contre, c'en est une autre. Mais justement, concernant l'histoire, Wally, toi, t'en as-tu une quand même, parce que tu as été militaire pour l'Armée du Canada. Tu as combattu les talibans en Afghanistan. Ensuite, lorsque tu es devenu paramilitaire, tu es allé en Irak pour combattre l'État islamique. Et ensuite, en 2022, tu es allé par toi-même, encore une fois comme paramilitaire, en Ukraine pour combattre les Russes. Oui. Alors, c'est quoi qui t'a motivé à mettre ta vie en jeu pour aller combattre pour les autres? La fameuse question « pourquoi ?» Puis souvent, les gens qui posent cette question-là la posent, puis ils semblent vraiment curieux de la réponse. Et c'est comme s'il n'y avait aucune piste de réponse. Ce qui me surprend, ça a été une des questions les plus évidentes et pourtant une des plus difficiles à répondre dans certaines entrevues qu'on me posait, par exemple, quand j'étais là-bas. Puis je leur disais, écoute, c'est tellement évident pour moi que j'ai de la misère à te répondre. Mais maintenant, je suis capable de répondre. Je vais comparer ça à ceci. Je dirais, exemple, tu es un médecin, tu marches dans la rue, puis il y a quelqu'un il y a un accident de l'autre côté de la rue, la personne crie à l'aide, tu vas l'aider. Ce qui est quand même assez évident quand tu penses à ça. Je suis un soldat, je suis en mesure d'aider, j'ai de l'expérience, etc. Il y a un peuple qui est attaqué, dont le président Zelensky demandait explicitement l'aide de vétérans. Je traverse la rue, je vais les aider. Ça me paraît évident Ça me paraît évident. En même temps, c'est dangereux, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais c'est quand même évident, je trouve, comme motivation. C'est comme ça que j'explique maintenant. Mais à l'époque, j'étais un peu pris de court quand on me posait cette question-là parce que je trouvais ça tellement évident que j'avais de la misère à y répondre. Mais, tu le faisais-tu par empathie? Parce que je me suis toujours demandé, pour être capable de faire un métier comme ça, je me suis toujours dit, bon, les tireurs d'élite puis les soldats, ils doivent manquer d'empathie pour être capables de faire ça. Mais il y a l'autre côté de la médaille que je me dis peut-être qu'au contraire, ils le font par empathie. Ouais. Parce que bon, là, on rentre c'est un mix. dans la spiritualité, là, l'empathie puis tout ça, mais c'est un peu le but de j'adore ce genre de discussion-là. C'est souvent des discussions que moi, je pousse. Je suis capable de parler de ça des heures de temps, puis je me fatiguerai pas. L'empathie, c'est pas juste l'empathie, donc l'idéalisme, l'idéal, etc. C'est un mix. Je le fais aussi parce que j'aime ça. Exemple, j'avais une discussion avec un homme d'affaires à un moment donné, il n'y a pas si longtemps. Puis cette personne-là me regarde, puis il dit « Avoue-les donc que tu as un ego. » Je dis « Ben oui. » Puis là, il était tellement surpris que j'avoue. Il s'attendait peut-être à une réponse défensive. « Ben non, c'est juste l'idéal qui compte, etc. » Non, j'ai un ego. Est-ce que c'est le plus grand? Je pense pas. Mais c'est un peu comme en politique. Si tu t'en vas en politique seulement pour les idéaux, tu vas te faire manger tout rond. Il faut qu'il y ait une certaine amour de ça. Il faut que tu aimes ça un peu. Les politiciens que je connais, ils vont souvent dire il faut que tu sois un peu sadomaso en politique, par exemple. Donc, c'est comme une espèce de... Il faut être sadomaso aussi pour se lancer en podcast, m'a dit parce que ben, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'il faut que tu aimes ça à la base. Oh, ouais, parce que les haters, là, ils vont te mettre... Si t'as pas un amour un peu pour la confrontation, si t'as pas un amour pour la confrontation, peut-être pas un amour, mais t'es passionné par être capable
de t'obstiner avec les gens, Oh, de oui. te défendre Moi, j'aime ça. aussi. Moi, j'aime ça aussi. Mais si t'as pas ça, si t'as pas cette petite flamèche-là à l'intérieur de toi, tu vas te faire manger à laine sur le dos. Exactement. Mais il faut que tu aimes ça parce que, tu sais, il y a une partie de moi qui aime ça, mettons, faire des entrevues, par exemple. J'aime ça, moi, semer la controverse un peu. C'est correct, là. Si tu dis, écoute, je fais ça pour la cause seulement, tu t'offres pas à run, OK? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des coups durs, puis si tu n'aimes pas ça, aller sur le ring, tu vas te faire manger tout rond. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens peut-être qui ne disent pas, mais il y a aussi une partie en eux qui aiment ça aussi. Il y a des gens qui pensent aimer ça, donc j'ai vu des gens qui ont essayé d'être médiatiques, qui ont essayé de faire des entrevues avec CNN ou un paquet de monde, ou ils me voyaient faire, mettons, j'avais, je sais pas moi, Fox News ou un paquet de monde, puis là, je leur parlais. Il y a quelqu'un qui essaie de faire la même chose, puis il y en a qui avaient une tribune, puis qui ont vraiment fait « Oh shit ». Tu sais, quand tu vois des commentaires sur les médias sociaux, là, puis plus c'est gros, plus ça devient dirty, là. C'est vraiment des attaques personnelles. J'en ai vécu, j'ai reçu des menaces de mort, puis T'en as quand toutes j'ai les parti sortes. le Lucide Podcast, puis là, j'ai été cancellé. Je suis le deuxième invité cancellé à Tout le monde en parle. Tu dis que t'étais là, Tout le monde en parle, Ouais. mais moi, ils m'ont cancellé le matin même. Ils ont fait comme on a invité un woke, finalement, Ah, à place de ouais, t'inviter. ok. J'étais comme, ah, nice. OK. Fait que je pense que le premier, c'était Doc Mayou. Puis moi, j'ai des idéologies un peu comme le Doc Mayou, tu sais, t'es quand même de droite, pro-masculinité, puis pro-valeurs traditionnelles, anyways. Fait que j'ai vécu un petit peu ça, cette aréna-là, de se faire canceller, puis d'après ça, d'avoir du monde dans tes DMs qui te menace, puis Ouais, si c'est jamais ça. je te vois dans la rue, je vais te casser la gueule. Mais tu sais, c'est souvent du vent, Ouais. hein, ces affaires-là. Fait que comme je te dis, c'est ça, c'est un aréna que ça prend vraiment du courage. Puis là, on peut rentrer un petit peu dans ce que c'est, dans le fond, les responsabilités. Parce que toi, tu es allé en Ukraine, tu as combattu les talibans aussi. Qu'est-ce que tu penses? Parce que trouves-tu qu'au Canada, en ce moment, il y a peut-être un petit manque de responsabilité chez les hommes parce qu'on voit souvent la masculinité démonisée aujourd'hui. Oh boy. Si tu es dans Un autre sujet l'armée ou passionnant. si tu aimes ça, genre avoir un gun, si tu aimes ça t'entraîner, ben c'est de la masculinité toxique. Tu penses Ouais. quoi de tout ça? Bon, encore là, on pourrait en parler des heures, puis c'est un sujet que je trouve tellement ultra passionnant. Je ne sais même pas par où commencer tellement qu'il y a de choses à dire là-dessus. Ce que je pourrais dire par rapport au rôle d'un soldat, si je fais un rapprochement. En Ukraine, il y a, avant l'évasion, il y a par exemple plusieurs années, une Ukrainienne qui m'avait dit, tu sais, les soldats étaient vus comme, c'est pas bon, tu sais, c'est comme, tu sais, d'être pas un soldat, tu sais, c'est comme la scrap, là, tu sais. Puis là, maintenant, c'est vu en haute estime. C'est quoi qui est arrivé de différent? Très, très simple. Il y a une nécessité. Donc, la nécessité, souvent, va causer... C'est tellement fascinant, ça, parce que quand tu regardes la pensée humaine, souvent, elle est façonnée par des contraintes extérieures. Donc, il ne faut pas voir la pensée humaine nécessairement comme une espèce de phénomène isolé. Donc, je crois à quelque chose parce que j'y crois. C'est souvent, ça naît de contraintes, d'un contexte social, historique, etc. Et tu vois qu'il y a des gens originaux. Il y a des gens qui vont vraiment, mais c'est des exceptions. Puis il y a aussi des degrés d'originalité. On pourrait aller dans la pure originalité et on va descendre aussi vers le conformisme absolu. Quelqu'un qui est quasiment robotique dans son conformisme. Par exemple, si les personnages historiques ont tendance à être extrêmement originaux. C'est pour ça qu'ils clashent souvent avec leur époque. Jésus d'ailleurs, qui était vu comme un ennemi des religieux de l'époque. Les pharisiens, par exemple, qui ont convaincu le pouvoir en place via Pilate de l'exécuter, que quand on lit la Bible, on se rend compte que Pilate est comme « je comprends pas trop ce que vous me dites, mais ok, de bord ». Là, ils ont essayé de le faire passer pour un rebelle, ce qui pouvait s'apparenter à parce qu'il faisait des choses. Bref, là, je divague, là. Mais ramène-moi. Ben donc, tu es en train de parler que Jésus, dans le fond, c'était un petit peu un rebelle, puis qui avait été, dans le fond, exécuté par les... Ouais, je parlais les d'originalité, pharisiens. excuse-moi, tabarouette, j'étais parti là, ça c'est mon genre. Bon, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que il y a des personnes originales, mais c'est des exceptions, ok? Puis si on parle de masculinité, ben l'opinion envers les hommes, la masculinité à notre époque reflète le fait qu'on a moins besoin d'hommes aussi, ce qui est en train de changer. Par exemple, si on revient il y a plusieurs siècles, on est dans la colonie. Donc, il y a des gens qui arrivent en bateau, c'est des forêts partout. Il n'y a aucun support, il n'y a rien. Une certaine agressivité était nécessaire. Il faut défricher, il faut se défendre, il faut préparer pour l'hiver. Donc, on respecte quelqu'un qui possède des qualités capables de fournir ça. OK. Donc,
là, tout à coup, l'image de quelqu'un, d'un homme fort, endurant, résilient, etc., monte en estime, à un point que je pense que c'était même pas même une discussion à avoir. Mais ça te prend une certaine agressivité aussi pour faire ce que tu as fait, là, tu sais. Mais le mot agressif, en partant, est péjoratif. Exactement. Dans le sens que tu peux être agressif, mais tu peux être... je pense que si tu as un manque de responsabilité dans ta vie puis tu n'es pas capable de contrôler tes émotions, ton agressivité peut être un danger. Ouais, mais si tu es une personne qui est capable de contrôler ses émotions, tu es une personne qui est structurée, puis tu as un but dans la vie, même si tu as un gros ego, mais je pense que tu peux utiliser ton agressivité pour faire du bien dans le monde. Là, il faudrait définir, c'est ça, il y a plusieurs types d'agressivité. Être un entrepreneur, par exemple, ça demande de l'agressivité. J'ai ma business tech, 100%. Là. Puis en tech, justement, il faut que tu aimes ça, conquérir du terrain, je peux dire ça de même. Tu as un compétiteur qui veut te voler un client, ben tu fais une bataille, je peux dire ça de même. Tu es agressif. J'ai été vendeur toute ma vie, puis c'est la drive. Ben en vente, justement. C'est la drive de tout le temps, genre être au top. C'est de l'agressivité. Tu peux pas tout le temps être au top, mais il faut que tu te serves un peu des fois de tes échecs pour... Absolument. Vouloir en avoir plus, la résilience, te perfectionner, la résilience, exactement. C'est ça, exactement. La résilience qui peut être une forme aussi d'agressivité. Oui, ben en fait, l'agressivité peut t'aider à être résilient en étant comme combatif. Donc, la combativité. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des hommes, malgré qu'il y a une espèce de narratif à pousser les femmes, par exemple. Mais je pense qu'il y a des exceptions. Mais tu ne penses pas que ça a le rapport aussi avec le fait que les hommes, on est plus faits biologiquement pour être capable de handle l'agressivité, pas l'agressivité, mais la compétition et le stress? Oui, absolument. Ben, il y a toutes sortes de différences physiologiques. Encore là, je fais attention à un gros bémol, je ne suis pas un expert dans tous ces domaines-là, scientifiques, etc. On dit notre opinion aussi. Là. On discute, je spécule, là, mais ce que j'en sais, par contre, c'est qu'il y a des différences physiologiques. Bon. Est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent ne pas s'identifier comme un l'autre? Absolument. Je pense que ça existe des gens qui sont non-binaires, par exemple. Qui vraiment, dans d'eux, des fois, ça peut être du brainwashing, ça peut être on leur rentre dans la tête que tu es non-binaire parce qu'il y a un contexte social. Donc, ça peut être provoqué par une espèce de brainwashing. On va le dire, on va mettre des mots. Mais ça peut arriver qu'il y ait une personne qui, fondamentalement, se sent vraiment comme « j'appartiens à aucun des deux » ou « j'appartiens peut-être majoritairement, mettons, au côté homme plus qu'au côté femme ouais. ». Mais ça reste des exceptions qui confirment la règle, selon moi. Surtout, où est-ce que je vais en venir, c'est que quand tu vois Hollywood, comment ils portraient, admettons, un tireur d'élite, ouais. OK? Ou bien comment ils vont portraire un badass à la télévision, souvent, bien, ils vont mettre... surtout depuis quelques années, de moins en moins par exemple, mais je te dirais là, de 2016, 2021, 2022, tu voyais vraiment des badass girls qui ont peur de rien, puis tout ça pour montrer que les femmes sont aussi capables que les hommes. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans la réalité de tous les jours, toi tu l'as vu, moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. C'est quoi la réalité? C'est-tu plus un monde d'hommes? Ah oui, absolument. Là, la réalité, c'est tellement une évidence que c'en est, ces choses-là, ce narratif-là... féministe devient c'est une caricature. Là. Fait que dans le fond, le monde des tireurs d'élite, c'est plus un monde d'hommes. Absolument. Il doit y avoir des femmes quand même. Ben moi, j'ai jamais, de mémoire, j'ai vu une Ukrainienne tireur d'élite, mais je ne l'ai pas vue en opération, mais j'ai jamais opéré avec une tireur d'élite femme, en partant. Puis juste au combat, tu n'as à peu près aucune femme. Je veux dire, tu as des médics un peu en arrière, mais la job de fantassin, mettons, de combattant en première ligne, c'est quasiment tout le temps des hommes. Mais en Ukraine, par exemple, il y a une conscription, il y a des volontaires par-dessus ça, il y avait une armée professionnelle, etc. Mais il n'y a rien en ce moment, par exemple, en Ukraine qui empêche une femme de se porter volontaire. Il y en a qui le font, mais ça reste des minorités. D'ailleurs, ce que je trouvais un peu frustrant, c'est que des fois, j'avais des relations avec des journalistes, puis tu vois qu'ils voulaient pousser le narratif. Hey, peux-tu me présenter, mettons, une combattante ukrainienne? Ils voulaient vraiment que je pousse le narratif. Puis là, je leur disais, j'en connais une, mais elle fait de la logistique en arrière. C'est celle que je connais, mais c'est bon, là. Je dis pas que c'est pas bon, mais je veux dire, ils voulaient pousser ce narratif-là qui est pas à côté, qui est pas dans la réalité, là. Non. J'ai absolument pas peur de le dire. C'est aussi les doubles standards. Souvent, les féministes qui mettaient le petit drapeau « I stand with Ukraine », mais tu sais qu'ils sont extrêmement féministes. Les femmes peuvent faire la même chose que les hommes. Mais quand on sait la réalité que la plupart des Ukrainiennes, parce que nous autres, on a déjà fait un photoshoot avec une Ukrainienne, puis tout ça, il y en a beaucoup qui sont venus au Canada pour se réfugier, mais les hommes étaient obligés de se battre. T'sais. Absolument. Puis ça m'a marqué parce que je connais plein d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes ici, réfugiés ou des gens plus établis, première, deuxième génération. Fait que c'est vraiment un sujet. Puis souvent, en Ukraine, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'ils n'ont pas de tabou à l'avouer. Là. Ils vont pas faire...
ils vont dire, oh oui, les hommes et les femmes sont, c'est différent, etc. Donc, ce qui est très bizarre quand tu t'en vas en Europe de l'Est, c'est par exemple en Russie, Ukraine, mais en Russie, ça, c'est un autre. Je peux pas l'expérimenter moi-même. Mais si tu t'en vas, mettons, en Ukraine, ce qui est très bizarre, mettons que tu veux dater une Ukrainienne, là, mettons, là. Il y a des coachs de dating pour des Ukrainiennes en passant, puis souvent, il y a comme un clash parce que si tu t'en vas à Kiev, par exemple, ou dans les grandes villes, tu vas avoir une apparence un peu. Il y a des différences, mais tu vas avoir une apparence que c'est moderne, etc., puis qui sont comme ici. Des fois, ils sont en Europe de l'Est, ils vont se pouponner, là, ils vont vraiment, comme. Ils sont très dans le. Ils vont mettre des injections partout. Ils sont vraiment de même. Là, OK. Puis, ça donne une apparence qui sont comme ici, mais souvent, ça, c'est l'apparence, mais ils ne sont pas comme ici. Ils sont beaucoup plus traditionnels. OK. Donc, c'est ça. En Ukraine, c'est de même. T'sais. Puis, c'est trompeur parce que, en Europe de l'Est, parce que tu as vraiment comme tu as des McDo, tu peux avoir des endroits qui sont très. Un peu comme. Tu vas te reconnaître. Là, je vais t'amener à des places, mettons, à Kiev, tu vas dire. Je me sens pas si dépaysé. Puis là, tout à coup, quand tu as des discussions, mettons quelqu'un qui ferait du dating, qui rencontrait, ferait comme, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a comme une. Ça, c'est pas juste pour le dating, c'est aussi pour juste les interactions. Fait que dans le fond, là-bas, là, si tu payes pas le bill, t'es sûr qu'elle s'en aille. C'est même pas une discussion à avoir. En fait, c'est même pas une discussion. Parce qu'ici, au Canada, si tu payes le bill, t'es plus trop sûr. Pour les gars, c'est comme, est-ce que je paye le bill ou je paye pas le bill? Alors, vas-tu penser là, que je suis misogyne si je le paye? Pas de même là-bas. Ben moi, je suis vraiment du genre à le payer. Puis même à mes amis, etc. Mais moi, je le paye. J'ai vraiment cette façon de penser-là. Mais si tu fais, mettons quelqu'un qui daterait une Ukrainienne ou une Russe, par exemple, puis qui il fait juste mentionner, tu veux-tu qu'on paye à deux ou quelque chose, juste, elle va vraiment te regarder comme... T'es un nasty loser. Non, elle va vraiment comme... Ben, ça se peut qu'en même temps, elle entende parler en Occident comment ça fonctionne, fait qu'elle va peut-être être moitié surprise, mais c'est vraiment ça clash avec eux autres, ça se mord. Mais en fait, il y a même une joke qui dit, en Ukraine puis en Russie, ils disent en anglais, your wallet, our wallet. C'est ton portefeuille, notre portefeuille. Puis là, mon portefeuille. OK, l'homme pourvoit. L'homme doit donner même de l'argent pour... Même des affaires comme la cosmétique, c'est attendu que si tu as le moyen, tu dois payer pour ça. Mais en même temps, la femme peut avoir comme des petites affaires qu'elle fait pour se faire de l'argent. Elle, c'est son argent. Fait qu'ils ont un modèle comme ça. Qu'on peut débattre si c'est la bonne ou mauvaise façon. C'est comme ça que ça se passe souvent. Plus tu s'en vas dans les campagnes, mettons par exemple en Ukraine, plus que tu vas avoir une mentalité plus traditionnelle. Donc, tu as des nuances, tu as plein de monde. Tu vas avoir des gens, par exemple, qui vont peut-être être très, très, très comme sur le modèle occidental, qui vont quand même être là, mais ils vont être moins nombreuses. Tu as plein de nuances dans le fond comme ça, là, mais... Okay. C'est des sujets, c'est quand même intéressant. Hein? Tout qu'on parle de mort, puis de tank, puis d'explosion, on peut parler de ça. Oui, on peut en parler. Je pense que l'âme avait une question qui avait peut-être plus rapport avec... c'est ça. En tout cas, moi, ce que je vois en te parlant, Wally, c'est que tu es une personne très intelligente, qui semble très réfléchie aussi. Alors, lorsque tu as décidé de t'en aller dans différents endroits dans le monde pour prêter main forte, pour combattre... Bon, les talibans, c'était sous l'armée canadienne, mais ensuite, quand tu es allé par toi-même pour combattre l'État islamique et ensuite les Russes en te joignant aux Ukrainiens, j'imagine que ça a été une décision aussi très réfléchie. Et pour revenir un peu à la question que posait Joël concernant l'empathie, je vois quand même ton altruisme. Tu sais, parce que tu étais prêt à donner ta vie pour d'autres personnes. Puis juste cette petite anecdote-là, tu dis que toi, tu payes pour tout le monde, y compris pour tes amis, ça démontre de l'altruisme. Mais quand on s'en va combattre, comme tu l'as fait, là, tu mets ta vie en jeu. Ce qui est très différent de toutes les personnes aujourd'hui qui s'adonnent à toutes sortes de causes. Mais non seulement est-ce que tu mets ta vie en jeu, mais tu peux aussi enlever la vie d'autres personnes. Il y a ça aussi. Alors, comment est-ce que tu te situes par rapport à cet enjeu-là de vie et de mort dans ce que tu as vécu? Encore là, on pourrait en parler des heures de temps. Je vais essayer de pas trop m'étaler. Je suis capable de partir sur une tangente assez vite. Bon, par où commencer encore? La vie et la mort. Oui, c'est-tu visuellement, dans le fond? OK, pas. Donc, ce qu'on disait, la vie et la mort, dans le fond, comme tireur d'élite, quand tu es là-bas, etc., comment ça se passe, comment tu vois ça? Mais premièrement, dans l'armée, tu fais des tests psychométriques. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent comme individu quand tu appliques pour être tireur d'élite, qu'il y a plus de processus?
souvent, ils vont vouloir un profil psychologique qui est équilibré. Donc, ils ne veulent pas quelqu'un qui est happy trigger, qui va tirer pour rien, mais ils ne veulent pas quelqu'un d'hyper sensible qui va tirer pour jamais. Donc, ils font qu'il va être hyper sensible. Donc, tu veux quelque chose entre les deux. C'est arrivé dans ma carrière que j'ai vu des gens qui, peut-être, on l'a échappé d'un point de vue d'évaluation, qui étaient comme vraiment très du côté happy trigger. Donc, j'ai vu des situations où les gens tiraient, selon moi, trop des cibles non identifiées rapidement. Ils étaient très vite à détendre. Puis, j'ai vu des gens même avoir des séquelles psychologiques parce que. T'es pas trop sûr. C'est le fun, là. Tu vois un gars courir, tu tires, puis là, c'est un vieillard, c'est un fermier qui tombe à terre, puis il gigote après. Du coup, j'ai tiré quelqu'un, je suis bon, je suis ici, non, puis là, finalement, c'est pas un ennemi, vraiment. Fait que ça, il y en a qui filaient moins bien avec ça. À l'opposé, moi, les gens pensaient que mon équipe, au début, pensait que j'étais de l'autre bord, que je tirais pas parce que j'étais dans une équipe de tireurs d'élite, tu as l'observateur, tu as le tireur, typiquement. Ouais. Un détachement, c'est 4 dans l'armée canadienne. Donc, c'est comme 2 paires qui s'alternent. Fait qu'on est comme une présence 24 sur 24. Puis en plus de tout, un petit peu plus de puissance de feu, d'équipement entraîné, etc. Mais tout ça pour dire que j'étais souvent l'observateur, donc celui qui fait les ajustements balistiques. Donc, les chartes de tir, tu donnes des corrections, tu observes s'il y a un impact ou pas, s'il y a une correction à amener, tu as un paquet de choses. C'est reconnu pour être une des jobs plus durs que les tireurs. Tireur, tu dois te concentrer sur tirer, appliquer les paramètres de tir. Si c'est une cible mouvante, ça va être toi qui vas faire le gros de la job. Mais tout ça pour dire que j'ai été observateur vraiment longtemps. J'avais une réputation d'être bon observateur. Et souvent, on avait des cibles à abattre. Puis je lui disais, vas-y, tire. Au point que mon équipe pensait que je voulais pas être le tireur. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que je trouvais ça juste intéressant d'être observateur. J'aime ce job-là. Plus que tirer. Je me fiche complètement d'être le gars qui appuie sur la détente. Je m'en fiche complètement. Mais quand même, il y avait cette impression-là que j'étais trop sensible. Puis en même temps, ça fit avec ma personnalité parce que c'est vrai que souvent, je suis plus du côté qui prend son temps puis j'aime pas tirer des innocents. Qui est comme... J'espère. Ça devrait être normal, là, mais il y a plein de monde, je vous confirme, à la guerre qui fait assez vite n'importe quoi. OK? Ouais. Puis il y a une pression. À la maison, là, c'est correct si vous jouez à GTA puis vous écrasez des piétons, mais tu sais, dans la vraie vie, là... Mais il y a vraiment une pression, j'en parle dans mon livre qui s'en vient sur justement cette pression médiatique-là. Tu as énormément de pression. Tu sais, écoute, il y a des articles qui disaient que je suis le meilleur tireur d'élite au monde, etc. Tu arrives là, tu es quasiment un sauveur. Faites quoi? Là, j'explique toutes ces nuances-là dans mon livre. Puis à un moment donné, tu es là, écoute, il faut que j'en tire là, plein. OK? Parce que sinon, ils vont dire que je suis pas bon. Fait qu'il y a plein de soldats dont des tireurs d'élite, qui ont une pression des pairs, de leur entourage, de tout le monde, dans mon cas médiatique en plus, pour abattre des cibles. Ça, par exemple, j'ai vu que j'ai ça, pas la c'est langue très dans la malsain. poche, je trouve ça complètement dégueulasse. Là. Le fait que genre ils ont une pression pour oui. tuer le plus de monde possible, c'est sûr que tu vas tuer des innocents. Là. Ça n'a pas de sens. Mais il y a plein de soldats qui, au front, sentent une pression pour dire qu'ils ont tiré quelqu'un. Une pression de performance. Oui, puis ils veulent. Il y a plein de soldats qui sont en ce moment, mettons, au front, puis ils veulent prouver qu'ils sont des bons soldats. Fait qu'ils ont hâte de tirer quelque chose. Puis ils vont tirer n'importe quoi pour dire qu'ils ont tiré quelque chose. Puis ça amène des morts. C'est juste ça, là, ça amène des morts. Les médias sociaux causent indirectement des décès ou des accidents de toutes sortes parce qu'on tire sur quelque chose qui bouge. Finalement, on n'a pas identifié, c'est des collègues. Ça arrive souvent aussi, des tirs fratricides. Il y a vraiment une pression très, très forte et très malsaine pour les soldats. Il y a même un incitatif à mentir ou à exagérer les histoires. Puis comment tu deals avec ça, au fond de toi? Je peux pas embarquer dans tirer du monde pour rien, moi. C'est un principe. Bien, je le sais, tu l'avais déjà dit que toi, c'était pas ton genre. Mais quand tu connais cette information-là, qu'il y a du monde, qu'eux autres, ils embarquent là-dedans parce qu'ils sentent une pression, comment ça te fait sentir à l'intérieur de toi? Bien, je pense que c'est une erreur, first. Puis, il ne faut pas embarquer là-dedans, dans ce cycle de tentation de la gloire facile. Tu ne peux pas te sentir responsable parce que c'est pas de ta faute à toi. Sauf que, sachant que, mettons, ça l'arrive, puis toi, tu es dans l'action. Ben moi, j'ai déjà eu des situations de crimes de guerre où j'ai été témoin de certaines affaires dans toutes sortes de guerres où j'ai même dû arrêter certains gestes. Là. J'ai déjà vu un collègue qui est super gentil d'ailleurs, puis que j'ai commencé à le voir, il tirait avec son arme vers une famille de réfugiés. Puis c'était clairement que c'était ça. Puis il était quand même assez loin, la famille. Moi, j'étais là, eux autres étaient entre. Il y avait la famille de réfugiés qui était peut-être à quoi?
200 mètres peut-être, un bon 200 mètres. Lui, il était à 100 mètres entre les deux. C'est pas une bonne distance. Son âme était tellement déréglée qu'il n'était pas capable de les toucher. Fait que je voyais les impacts autour des enfants. Là. Puis là, j'ai vu qu'il s'est mis à genoux, comme son âme n'était pas ajustée, n'était pas zérotée, ou bien il était extrêmement mauvais tireur. Il s'est comme préparé. Je voyais très clairement, j'étais enligné. Là. Je me rappelle comme c'était. Je pourrais t'en faire un dessin, je pourrais mettre ça à la carte, te dire exactement c'est où cet incident-là. J'avais d'autres personnes autour de moi qu'on y a comme. En même temps, on s'est rendu compte, puis on y a crié après, on dit arrête ça, là. C'est comme. C'est un crime, là. OK? T'as pas le droit de tirer des enfants de même, là, parce que c'est pas de ta nationalité, que tu les aimes pas, etc. Ça reste. Il y en a dans toutes les armées. OK? Ça arrivait souvent que les Ukrainiens ou peu importe qui détestent quand je donne des anecdotes de ce genre-là parce que ça discrédite. Écoute, il y en a dans tous les peuples. Il y a des peuples ou des armées qui vont faire plus de crimes. J'ai pas de misère à dire, c'est même. Il y a de la documentation qui le prouve. Les Russes font énormément plus de crimes de toutes sortes que les Ukrainiens. Les Ukrainiens, est-ce qu'ils font des crimes? Absolument. À un moment donné, il ne faut pas non plus faire assemblant, mais j'ai été témoin de choses que des fois, oui, il y a des gens qui vont être happy trigger parce qu'ils vont être soit il y a une pression médiatique ou une pression de la communauté. Il va avoir un sentiment de se prouver, puis il va avoir aussi la haine des fois. Donc, ils vont haïr une autre ethnie, un autre groupe, etc. Donc, ils vont être portés à tirer n'importe quoi qui s'apparente à ce groupe-là, puis ils vont pas voir une différence tant que ça entre une famille et un combattant. Moi, c'est que j'aurais eu le plus de misère à faire ce métier-là. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai pensé à aller dans l'armée. Sauf que ma mère, je me souviens, elle m'avait dit « Joe, je vais te régner si tu vas dans l'armée. » Elle voulait tellement pas que je fasse ça. Finalement, je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, j'y repense, puis je suis comme, je sais pas si j'aurais été capable, parce que je fais tellement de... Peut-être que je suis aussi complotiste, là. Mais je fais tellement de recherches sur la géopolitique que je me demande des fois who are the good guys and who are the bad guys. Il y a plein de nuances. Quand tu dis, ouais, la Russie est plus corrompue, mais il y a de la corruption aussi en Ukraine. Mais c'est ça l'affaire, c'est souvent genre, you must be wondering and you must be asking yourself, am I with the good guys or am I with the bad guys? Il y a des nuances. Tu sais, comme les Stormtroopers dans Star Wars, là. Ouais. D'après moi, ils se disaient qu'ils étaient avec les good guys. Là. C'est des clones, fait que supposément, ils sont super brainwashés. Fait qu'ils ils ont été clonés pour pas peut-être avoir un sens critique. Ouais. Si on y va comme on va deep dans Star Wars. Fait que, tu sais, ils sont comme sélectionnés génétiquement pour être du monde avec peu de sens critique, donc très, justement, conformistes, pas dans l'originalité. Ouais. Et on va loin. C'est la première fois dans un podcast que je parle des Stormtroopers, je fais une analyse génétique de la chose. Mais, tu vois, on est capable de parler de paquet d'affaires. Mais ouais, justement, sur la question morale, parce que le genre de travail ou d'action que tu as fait et que tu continues peut-être de faire si jamais on t'appelle, ça pose constamment la question morale. Parce que quand tu es amené à tuer quelqu'un, ne serait-ce qu'un soldat de l'armée adverse, il en demeure pas moins que tu tues quelqu'un. Toi, comment est-ce que tu vis avec ça? C'est simple. Faut que tu aies un code d'honneur. Puis les codes d'honneur, c'est que tu ne tues pas pour rien. Tu peux faire une erreur. Ça peut arriver, exemple, il y a une fusillade. C'est aussi très cérébral et très cartésien, je peux dire ça comme ça. Puis, exemple, il y a une fusillade dans une zone où il y a une population. Le contexte va te dire des fois à quel niveau il doit y avoir une population. Exemple, s'il y a des combats pendant longtemps, il y a comme une zone de combat, souvent les gens vont s'en aller. Ça peut, plus que c'est récent, mieux plus qu'il risque d'avoir des personnes prisonnières de cet endroit-là, pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, j'ai tellement d'histoires à ce niveau des réfugiés pris entre les tirs, etc. Mais souvent, tu vas avoir le contexte, il va te le dire. Donc, techniquement, tu es capable de dire, écoute, si ça se met à tirer, puis tu sais que c'est une zone où il risque d'avoir des gens, les quelques premières secondes, les gens vont se mettre à courir partout. Donc, c'est pas parce que quelqu'un regarde de même que c'est une cible. Dépendamment du danger. Si le danger est élevé, peut-être que là, tu augmentes ton intolérance, je peux dire, puis là, tu sais comme pas mal tout ce qui bouge, puis s'il arrive une erreur, tant pis. Mais tu sais, exemple, après 30 secondes, une minute, il n'y a personne qui va comme dans une fusillade, qui n'a pas d'affaire là, il va, hey, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, t'sais. Là, s'il pop, tu le sais. Puis si c'est une erreur, tant pis. Genre, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Moi, je suis quand même assez du côté plus lent. C'est-à-dire que je vais avoir une tendance à peut-être encore là prendre un peu plus de chance. Parce que les réfugiés ont tendance à être vraiment stupides. Des fois. Puis souvent, les réfugiés vont faire des affaires étonnamment stupides. Donc, moi, c'est moi. Je prends le risque sur moi. J'essaie de ne pas tirer des innocents, mais ça peut arriver. Puis
si tu as bien fait ta procédure, ton code d'honneur, s'il arrive une erreur, il en arrive. Mais règle générale, ça va permettre de passer à travers d'un point de vue, je pourrais dire, éthique. Puis moi, je crois au karma aussi. Donc, je pense que c'est même d'un point de vue purement égoïste, je pense que c'est bon de penser de cette façon-là. Fais-le pour toi, OK? Parce que ça va te revenir sinon. Si tu es happy trigger, ben peut-être qu'à un moment donné, tu vas y passer. T'sais. Quand tu dis que les réfugiés font des fois des choses stupides, peux-tu donner un exemple? Ben, la première affaire, c'est qu'ils ne quittent pas la zone de guerre. En Ukraine, ça a été une des plus grandes surprises. Je pensais que, vu que c'était une guerre conventionnelle, qu'un front, etc., que les gens allaient quitter. Puis il y avait plein de monde qui ne quittait pas. Faut-tu avertir? Oui, il y a plein de monde qui quitte, mais il y en a quand même assez, surtout les personnes plus démunies, en fait. Personnes âgées, beaucoup de personnes âgées qui ne quittent pas, qui restent là. Puis là, ils ne croient pas parce que c'est très abstrait. Hein? Il y avait même des membres de la famille qui ont, à un moment donné, sans rentrer dans les détails, qui disaient, écoute, le front va s'en venir, fait que va-t'en, là. T'sais. Mais tu sais, exemple, on serait ici dans un bâtiment comme ici, puis le front est à, mettons, 100 km, il avance, il y a des colonnes de blindés, ça reste encore abstrait. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui disent, ben moi, je vais rester. Puis là, finalement, quand ça s'en vient, puis il y a des tanks qui commencent à faire éclater tout, puis il y a des incendies, puis de l'artillerie, puis on parle même pas de l'aviation, puis les soldats, etc., qui peuvent justement causer des crimes. C'est live en tabarouette, mais c'est souvent trop tard. Il y a des gens qui se sont fait, ils étaient pris, puis là, dans le no man's land, là, la partie entre les deux armées. J'en ai vu. Puis t'en avais aussi, j'en ai vu à un moment donné qui prenaient de l'alcool, puis c'était comme des espèces de zombies qui marchaient. Sauf que tu fasses attention parce que si tu tiens n'importe quoi qui bouge, là, tu vas voir quelque chose bouger, tu vas faire tau! Il y en avait qui se faisaient abattre de même. Là. Par qui? Des fois, c'est dur à dire. Tu entendais, mettons, des tirs. Fait que tu voyais, mettons, un carrosse d'une madame qui essaie de. Il y a de l'artillerie qui tombe. Puis là, tu vois un carrosse d'une madame qui pousse qu'une affaire, puis t'es comme, what the fuck? Le bruit que t'as fait, là, t'entends vraiment un sifflement. Oui, mais c'est l'artillerie, tu vas entendre un petit sifflement d'à peu près une demi-seconde, je dirais, qui te donne un petit avertissement de te coucher. Mais c'est vraiment. Puis là, ça claque. Là. Mais tu vas avoir un petit avertissement avec l'artillerie. Fait que tu vas avoir le temps de te baisser. C'est pour ça que tout le monde se baisse tout le temps en guerre. Parce que tout le monde, si tu le fais pas, il y en avait une gang qui le faisait pas, ils trouvaient ça drôle au début de la guerre. Là. Puis là, eux autres se sont fait ramasser à un moment donné. Il y en avait qui riaient des autres. Là. Ils disaient, vous vous baissez pour rien. Parce que des fois, ça peut passer haut puis éclater à 300 mètres, mais des fois, ça peut éclater là. Puis lui, il riait, puis il était dans la forêt pas loin de ma position, puis lui, il riait de tout le monde, puis lui, il s'est fait snapper. Parce que justement, il bravait dans le fond le danger. Mais, yeah. Il est décédé aujourd'hui? Non, lui, il s'est fait blesser. J'étais pas à côté, c'est quelqu'un qui m'a raconté, il était juste l'autre bord de la rivière. Ah, fait qu'il a eu le temps d'apprendre de sa leçon. Ouais, mais j'en ai vu du monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. La prochaine fois, pas beaucoup de monde d'arrogant à la guerre. C'est quelqu'un qui a une attitude arrogante. C'est très humiliant. Pas dans le sens humilité à la guerre. Il n'y a pas personne qui revient. En fait, je suis capable de dire si quelqu'un a vraiment vécu de quoi d'intense, juste par son niveau d'humilité. Tu sais, s'il est cocky, puis il est très, moi, je suis un bon, je suis un ci, je suis un ça, je fais, t'as pas assez vécu parce que... Ça, là, t'as 100% raison là-dessus. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, mais c'est comme ça avec n'importe quoi dans la vie. Là. Du monde qui se vend sur plein d'affaires. Écoute, le monde qui, justement, parce que depuis que je suis populaire, puis tout ça, il y a le monde qui jappe, qui disent qu'ils vont venir me péter, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Puis moi, j'ai rien à prouver à personne. Je vais faire comme... Right, OK, go, let's go. T'sais. Mais je le sais que ce monde-là, ils n'ont souvent rien vécu. Ils n'ont rien vécu dans leur vie. Ils sont probablement jamais battus pour de vrai. Ils n'ont jamais eu de struggle dans leur vie. Fait que je me suis comme... Je les laisse japper, tu sais. T'en as beaucoup de ça. À Gare, t'en as encore plus. Puis plus que tu t'approches du fond, plus que les grands gueules, ils partent. En fait, ils sont pas là. Fait que t'en as de moins en moins. Fait que... C'est toujours le plus silencieux qui est le plus dangereux. Celui qui observe. Non, c'est ça, exactement. C'est toujours ça. Puis, vas-y, Wally. Ouais, c'est ça. Fait que tu as des grandes trappes là, qui parlent. Je veux dire, quand tu t'approches du front, là, la peur est assez difficile à décrire. Je peux la comparer à, mettons, la traque de la mort, de l'approche du front. Ça, même si tu n'es pas vétéran, tu vas le ressentir. Ben, tu es rendu un homme d'affaires aujourd'hui, right? Tu as des business. C'est un petit peu la même chose en business ou même en vente. Le gars qui se vante tout le temps d'être un top vendeur et qui est cocky, ben souvent, c'est le gars que tu ne devrais pas engager. Les ventes, c'est comme être sniper. Tu hits ta target, tu n'aides pas. Exactement. Tu as beau avoir les meilleures théories. Bullshit walks. You gotta let the numbers talk for themselves. C'est ça. Au sniping, dans le sniping, tu hits ou tu hits pas. On fait une ligne de tir, une des affaires qui est super le fun dans une équipe de sniper. Tu fais une ligne de tir, tout le monde, mettons, les mêmes armes, donc il n'y a aucune excuse. Même munitions, même tout.
Puis on fait ce qu'on appelle, on met une cible, mettons. Puis là, on s'amusait des fois en entraînement à dire, OK, on a une balle chaque. Mettons. Puis là, c'est tout à froid. Il n'y a pas de, on s'entraîne avant pour se dégourdir, rien. C'est comme à la guerre. Ouais. Tu arrives là, puis toi, puis là, tu hits ou tu hittes pas. Tu as beau dire, moi, je suis le meilleur, moi, je suis ici, moi, j'ai du beau kit, moi, j'ai un beau gun, moi, j'ai ici, j'ai 10 ans d'expérience, 20 ans, whatever. Ça, c'est des grands parleurs, petits faiseurs. Ben, tu hits-tu ou tu hittes pas? Les ventes, c'est pareil. Tu vends-tu ou tu vends pas? Je veux dire, il faut que tu vendes. Fait que les sales, là, c'est de même. Hein, tu sais. Et tu parlais tout à l'heure de karma. Ouais. Tu dis que c'est quelque chose qui aide dans ce genre de métier-là. Là. Peux-tu expliquer ta pensée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, ben, moi, le karma, c'est dans le fond, c'est un mot. Tu vas récolter ce que tu sèmes, dans le fond. Okay. Donc, si tu te comportes mal, puis se comporter mal, c'est pas nécessairement pas se défendre, rien. Tu peux te défendre, c'est pas mal de se défendre. Mais je veux dire, si tu te comportes mal fondamentalement, ça va te revenir. C'est dans la nature, dans le fond, la réciprocité, c'est une loi naturelle. C'est action-réaction, c'est une loi de la physique. La gravité, ce qui monte va redescendre. C'est quelque chose qui est partout dans la nature, la réciprocité. Donc, c'est pareil aussi d'un point de vue, selon moi, karmique. Donc, j'étais sûr que tu allais dire ça. J'étais comme, il va parler de karma, là. c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, agis bien pour ton propre intérêt, même. C'est pas juste pour les autres. Sauf que ça a cette beauté-là, le karma, que c'est assez lent, que ça donne la... Tu sais, comme on dit, le Seigneur reconnaîtra les siens. C'est assis... Tu sais, exemple, si on agissait mal, puis il y aurait une foudre tout de suite qui viendrait nous prendre, mettons. Mettons que tu voles, puis il y a une foudre, pow, qui te snappe. Mais tout le monde aurait tellement peur que le monde ferait par peur des bonnes choses. Mais là, c'est juste assez subtil et lent qu'il y a beaucoup de monde qui ont la tentation de mal agir, puis on peut vraiment voir, si je peux dire, d'un point de vue karmique, on va dire ça de même. C'est qui agit bien vraiment parce qu'il veut bien agir. Mais moi, dans la vie, le moindrement que j'agis mal ou que je fais quelque chose de mal intentionné, j'ai le karma instant. Ah oui, toi, c'est instant. Moi, je peux pas... Tu sais, je veux dire, oui, j'ai une grande gueule sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, le monde qui me connaisse, mes vrais amis proches, savent que je suis une personne qui est un peu plus calme, posée, puis tout ça. Mais sur les réseaux sociaux, je suis un personnage, puis aussi, j'essaie de passer un message qui, selon moi, est important. Fait que mon énergie sur les réseaux sociaux est très différente de celle qui est dans la vraie vie. Sauf que ça arrive des fois que dans la vraie vie, je peux être arrogant aussi. Et à chaque fois que je suis arrogant dans la vraie vie, me le refaire mettre d'en face. Fait qu'à cette heure, j'essaie d'être le plus généreux possible, le plus posé possible, parce que je le sais que ça va me revenir d'en face x10, parce que c'est instantané. Oui, ou des fois, c'est juste, peut-être pas nécessairement le karma, mais ça va juste être que tu vas causer quelque chose qui va être... C'est pas dans ton intérêt. Puis on le fait toute l'erreur, là, surtout ces médias sociaux, parce que c'est comme... il y a de la provocation, etc. Donc, c'est facile de se laisser aller à ça. Absolument. Il y a le karma, c'est vraiment... C'est deep down, c'est comme... Ton intention est très importante d'un point de vue... Si tu fais une erreur technique, je peux dire ça, même mais tes intentions sont relativement bonnes, ça va moins frapper. Mais ouais, c'est ça, on peut en parler tellement longtemps. Mais est-ce qu'une limite du karma, c'est pas justement le fait qu'il y a quand même des innocents qui meurent? Oui. En quelque part. Oui. Donc, c'est la loi de réciprocité que tu disais tout à l'heure, elle n'est peut-être pas absolue non plus. Hein? Non, il y a plein de nuances à ça. Là. D'ailleurs, c'est tellement décevant que l'humanité, on soit tellement, encore à l'âge de pierre, très ignorant de toutes ces questions-là, comme si c'était des questions très secondaires, quasiment une espèce de curiosité intellectuelle de parler de karma, alors que c'est fondamental. On devrait quasiment avoir des études, des gens qui avec une approche scientifique, essaient de décortiquer c'est quoi la vérité là-dedans, la vie après la mort, tous ces sujets-là qui sont secondaires, parce qu'ils n'amènent pas nécessairement un profit ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, c'est dommage qu'on en soit encore à spéculer de façon très amateur sur la vérité derrière ça, alors qu'on est capable de faire des ordinateurs quantiques ou des affaires très avancées d'un autre point de vue technique, puis qu'on soit très, très, très débutant collectivement dans ces questions-là. Je veux dire, c'est même pas il y a plein de gens qui pensent même pas qu'il y a un karma qui existe, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des études là-dessus qui essaie de prouver d'une façon logique que ça pourrait être le cas? Bien, c'est sûr que ça existe. C'est juste que je pense que dans la vie chrétienne, on n'appelle pas ça le karma. Là. Ça a un autre nom. Là. Ouais. Mais je pense qu'on va pas revenir sur ces questions-là. Justement, parce que là, on est en train de rentrer dans la spiritualité, puis je voulais laisser cette partie-là pour la deuxième partie de l'entrevue. Fait qu'on va prendre une petite pause, puis on va revenir, guys. Yeah. Bon.
Oui, alors on est de retour de cette pause avec notre invité Wally. Alors Wally, j'aimerais ça qu'on aborde dans cette deuxième partie d'entrevue des questions plus existentielles, spirituelles, religieuses. Alors dans la première partie de l'entrevue, tu as nommé Jésus une couple de fois. Et ce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux, c'est que je sais pas si c'est vrai, là, mais que tu te décris un peu comme étant un soldat spirituel chrétien. Ah, c'est drôle que tu aies lu ça. Oui, j'ai lu ça. Je sais pas si... Tout le temps, je dirais pas charmé, mais j'aime quand on aborde ce sujet-là. Je pense que c'est un article qu'il y avait pour le El País ou El Mundo. Il y a deux gros médias en Espagne. El Mundo, El País, j'oublie tout le temps à qui j'ai parlé. De toute façon, c'est El País, l'entrevue que j'ai faite, il me disait comment tu te décrivais, puis j'ai fait « Ah, c'est intéressant. » c'est un soldat spirituel. Si j'avais comme une expression à mettre sur ma tombe, ça serait ça. C'est un soldat spirituel. C'est vraiment important, cette dualité-là. C'est vraiment comme ça que je me définis. Là. Puis qu'est-ce que tu mets derrière ces mots-là, soldat spirituel? Soldat, parce que je suis un combattant à la base, mais spirituel parce qu'il y a tout dans la vie doit avoir une portée spirituelle, selon moi. En fait, c'est ça qui est un problème dans peut-être dans notre monde actuel, c'est qu'on a dissocié la spiritualité comme si c'était un sujet extérieur, mais c'est supposé d'imbiber tout. Je veux dire, si tu fais ton travail, tu es supposé avoir une approche spirituelle à ça. Je veux dire, c'est pas comme un sujet que tu vas seulement visiter le soir ou le dimanche ou peu importe, le sabbat pour les Juifs le samedi. C'est supposé de faire partie de ta vie de tous les jours. C'est pas supposé d'être dissocié. Donc, c'est ça, la spiritualité partout dans tout ça, dans le fond. Puis toi, tu t'identifies comme chrétien? Oui, je suis un chrétien. Donc, ma définition, peut-être pas une définition académique, là, mais ma définition à moi de quelqu'un qui se dit chrétien, c'est quelqu'un qui pense que le venu, le message ou les actions de Jésus sont centrales à ses croyances. Donc, si tu penses que, par exemple, Jésus a dit des choses intéressantes, mais que c'est pas central, t'es pas un chrétien. Et les musulmans pensent que c'est, par exemple, Jésus est un prophète. Donc, c'est pas central, donc c'est pour ça que c'est pas des chrétiens, même malgré qu'ils pensent que c'est un véritable prophète, toi, tu comme les autres. Que c'est le Fils de mais Dieu. Je pense que, oui, exactement. Donc, je pense vraiment que c'est central. Okay. Mais j'ai beaucoup plus une approche autour du message. Et non, par exemple, l'aspect rituel sur la croix, etc. Moi, je vois ça comme un meurtre, là, dans le fond, la croix, et non comme un geste volontairement. Je peux dire ça d'un point de vue divin. Je peux rentrer, je peux mentionner ce mot-là, mais c'est comme ça que je vois ça. C'est vraiment le message qui est vraiment central. Quand tu dis que c'est un meurtre, tu vois pas ça comme étant un sacrifice? Non, mais c'est un sacrifice, je veux dire, dans le sens que il s'est exposé, il s'est mis en danger. C'est une forme de sacrifice, un peu comme un soldat au front qui irait combattre pour une cause, mais c'est pas le sacrifice, c'est pas une nécessité. C'est selon mes croyances à moi. Mais en même temps, je suis prêt à discuter beaucoup de choses, mais selon mes croyances, moi, c'est le message qui est central à tout ça. Mais s'il n'aurait pas été crucifié, tu ne penses pas que l'impact aurait été moins grand? Dans le sens que oui, c'est parce que tu dis que le meurtre n'était pas nécessairement nécessaire, mais s'il n'aurait pas été crucifié et il ne serait pas mort, on n'aurait pas vu c'est quoi le sacrifice ultime de c'est quoi dire la vérité. Parce que, tu sais, mettons, on va dire des choses sur un podcast, puis ça peut être des choses impopulaires, puis après ça, ben, tu peux te faire crucifier, entre guillemets, sur les médias sociaux, façon de parler. C'est sûr que c'est pas un sacrifice comme celui que Jésus a fait, là, même pas proche. Mais c'est là qu'on voit le courage des hommes. Puis c'est là que je pense que les chrétiens sont loin de la traque. Quand ils disent « Ah, mais tu sais, tel verset dit telle affaire, tel verset dit pas de sexe avant le mariage, tel verset dit ci, tel verset dit ça. » Puis le monde sont bien dans c'est comme « Ouais, mais t'as pas lu telle affaire, tel passage. » Puis là, on peut aller loin parce que la Bible, dans le fond, il y a le Scofield Bible, dans le fond, qui a été réécrit par des zionistes. Fait que dans le fond, t'es plus trop sûr de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, mais on s'entend, vu que c'est le personnage le plus documenté dans l'histoire de l'humanité, Jésus, on le sait qu'il est mort sur la croix, on sait la raison pourquoi il est mort, puis on le sait que c'était un rebelle. Ouais. Tu l'as dit tantôt, c'est un rebelle. Il a fait le sacrifice ultime pour montrer que même si tu prends un risque de dire la vérité, and to stand up for people, absolument. Stand up for what you believe, ben c'est ça, être un homme, c'est ça. C'est ça le but de la vie, tu sais. Puis c'est là que je pense qu'on est un petit peu des fois aux côtés de la traque. Puis s'il ne serait pas mort,
le message n'aurait pas eu le même impact. J'ai l'impression. Bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je veux dire, la première chose, c'est d'un point de vue histoire, marketing, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait une forme de marketing à l'époque, mais le fait que tu aies quelqu'un qui soit mort rajoute au récit, à la force du récit. C'est juste quelqu'un qui vient, qui parle, puis qui meurt de sa bonne mort. C'est moins intéressant d'un point de vue, parce que, tu sais, quand on fait du storytelling, c'est souvent, tu as comme, tu sais, t'as l'introduction, le corps, la conclusion, puis souvent, il faut qu'il y ait la chute, il faut qu'il y ait une période d'hésitation, de faiblesse ou peu importe. Il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait un conflit, en fait, on va dire, en storytelling. Il faut qu'il y ait un conflit. C'est juste comme genre, l'histoire, c'est quelqu'un qui a une vie ordinaire, parle, ce qu'il dit, c'est vrai, puis après ça, ben, le monde l'écoute, puis c'est tout. C'est un peu plate, quoi. Fait que, il n'y a pas d'un point de vue storytelling, c'est pas important, fait que ça se vend moins bien que quelqu'un qui dit, écoute, je suis le bord de te dire une histoire de quelqu'un qui est mort pour toi, etc., par l'occupant romain, ou peu importe, ou les païens, puis, ou peu importe. Fait qu'il y a vraiment une force au récit de quelqu'un qui sacrifie. Puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que le sacrifice, c'est un peu comme la preuve ultime de conviction. En fait, si tu as des convictions, tu es supposé d'être prête à sacrifier quelque chose pour ces convictions-là. Voilà. Si la conviction est opportune, disons, j'ai des convictions quand ça va m'adonner, tu n'as pas de conviction. Mais il peut y avoir des grades à ça. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui a un peu de conviction, donc qui est prêt à faire certains sacrifices, mais qui n'est pas prêt à en faire beaucoup. Donc, c'est une forme de conviction. Oui, parce que je trouve que la spiritualité moderne, le New Age spirituality, ça tourne autour du bonheur. Ouais. Il faut être heureux à tout prix. Il faut tout faire pour être heureux, tandis que la vie, c'est un apprentissage. C'est très égoïste. Tu ne peux pas tout le temps être heureux. Des fois, il y a des leçons. C'est normal. Il faut juste que tu vas être plus triste à un moment donné. Tu vas avoir mal, tu vas être malade, tu vas être broke, tu vas, je sais pas moi, tu vas avoir une peine d'amour, par exemple. Mais c'est pas nécessaire que cette journée-là, ou même ce mois-là, ce que tu vis, il faut absolument que tu sois heureux. Absolument. Parce que le problème avec ça, quand tu entends ça, ben, je mérite d'être heureux, c'est que souvent le monde, ils vont aller vers de la cheap dopamine, puis ils vont se lancer soit dans la drogue, soit dans l'alcool, les jeux vidéo, le cheap sex, puis ils vont mettre leur objectif de côté en faisant ça. Fait que quand tu as une spiritualité, selon moi, qui tourne autour du bonheur, tout tourne autour de ça, bien, tu manques le bateau. C'est ça que je reviens au sacrifice ultime de Jésus. C'est pour ça que je le vois comme ça. Moi, je pense qu'on devrait regarder, non la quête du bonheur, mais la quête d'avoir un purpose in life. Absolument. On aurait une discussion, on demanderait dans la rue, c'est quoi le but de la vie? Intuitivement, là, j'ai l'impression qu'il y aurait une majorité qui dirait le bonheur. Donc, être heureux, c'est le but dans la vie. La façon d'y arriver, j'ai des enfants, le travail, ou peu importe. S'amuser, la frivolité, ou peu importe. Ça serait la définition du but de la vie. Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense que le but de la vie, fondamentalement, je peux mettre ça simple, c'est de devenir une meilleure personne, sans causer de dommages autour de toi. Donc, ça ne doit pas être aux dépens des autres. Et il existe une catégorie de gens qui sont une minorité, qui ont ce qu'on pourrait appeler une mission. Donc, c'est pas porté vers leur propre amélioration spirituelle et personnelle, mais c'est parce que c'est correct de juste être là pour t'améliorer toi. Okay? C'est correct. Là. Puis il y a une synergie avec les gens autour de toi, etc., avec les enfants, etc. Donc, il y a une croissance mutuelle qui peut se faire. Mais il y a des gens qui ont peut-être un appel à faire plus que s'occuper d'eux-mêmes, je peux dire, ou de leur entourage. Okay. Et les deux, c'est deux choses. C'est pas nécessairement que tout le monde doit avoir une mission, je peux dire ça comme ça. C'est pas nécessairement mauvais que quelqu'un, dans sa vie, s'occupe de grandir spirituellement, lui ainsi que son entourage. C'est pas mauvais, là. En fait, c'est ça que la majorité des gens doivent faire, selon moi. Mais moi, je me demandais, ta foi chrétienne, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'elle a joué un rôle dans les différentes missions que tu as faites à l'étranger, absolument, en guerre? Oui, peux-tu nous en parler? Bon. C'est un principe qui est dans toutes les religions. J'ai été consultant, d'ailleurs, pour le gouvernement à une époque où on envoyait des militaires, diplomates, etc. Je faisais des conférences sur la culture au Moyen-Orient, comment interagir. Puis je me rappelle, je décrivais les musulmans. Puis finalement, quand tu regardes les piliers de l'islam, tu te rends compte que c'est quasiment pareil. Quand tu vas au fond, c'est quasiment le même tronc commun que toutes les grandes religions qui se résument à
sois une bonne personne. En résumé, c'est ça les principes qui sont universels. Donc, oui, donc ma foi, mes croyances, etc., guident, dans le fond, mes gestes, dans les détails, mais aussi à grande échelle de qu'est-ce que je vais faire. Mais d'ailleurs, une chose que j'aimerais dire là-dessus, puis j'en parle justement dans mon livre, parce que c'est des sujets que je trouve ça tellement intéressant, je dirais qu'il y a deux sortes de personnes dans notre monde. Il y a ce que j'appelle les tribalistes et les humanistes. Tribaliste, c'est exemple, c'est la tribu. Donc, la priorité, c'est le groupe. Le groupe peut être ta famille, tes enfants, le pays. Donc, quelqu'un qui est patriote. Mettons un Américain qui dirait quelque chose comme « Écoute, les États-Unis, c'est ça qui compte, puis le monde peut brûler autour. On les aidera pas parce que c'est les Américains. Si on le fait, c'est dans notre intérêt. » Ça, c'est tribaliste. Fait que le mouvement MAGA, c'est tribaliste. Oui, ils sont très tribalistes. Oui, oui. Donc, isolationnistes, en fait, si on y va d'un point de vue politique. Donc, on ne veut pas intervenir. Si on le fait, c'est pour montrer de la force dans notre intérêt, mais on ne veut pas aider quelqu'un, par exemple, à Kiev. Il n'y a aucun intérêt à aider les Kurdes ou peu importe quel peuple. Si on le fait, on va le faire dans notre intérêt d'un point de vue réel politique. Je peux emprunter des termes. La secte MAGA, c'est très, très, très tribaliste, sauf quand ça tourne autour d'Israël. Ouais, ben là, tu as toutes sortes de nuances. Tu as des gens qui vont dire peut-être Israël. Là, des fois, il y a des gens peut-être qui ne savent même pas vraiment pourquoi qui font ça. Peut-être parce que justement, la tribu leur dit de croire quelque chose. Donc, ils vont le croire. C'est pour ça que moi, je vois ça comme une secte. Là. Ça, c'est un autre sujet super intéressant. Qu'est-ce qu'une secte, qu'est-ce qu'une religion, etc. C'est un autre sujet passionnant. OK? Mais. Je suis conservateur, le pire. Là. Je suis très, très, très conservateur. Sauf que le mouvement MAGA en question. Oui, ça s'apparente à un. Parce que quand tu me dis tribaliste, j'ai tout de suite pensé à MAGA. Là. C'est ça. Ben, tu sais, un tribaliste va être aussi simple que quelqu'un qui dit ma famille en premier. Donc, tu as des stades, puis tu peux avoir des mélanges. Tu peux avoir quelqu'un qui va mettre quasiment l'importance sur sa famille, mais son pays est important aussi, mais sa famille, c'est ça qui est plus important. Donc, tu as des nuances, c'est pas juste des gros blocs là, très clairement séparés. Donc, tu as les tribalistes. La caricature à notre époque du tribalisme, ce serait l'égoïsme, qui est comme tellement réduit que tu n'as même plus de tribu, c'est toi, toute seule, qui est la seule chose qui compte. Donc, je ne veux pas de famille parce que, par exemple, moi, je n'aurais pas la possibilité de voyager ou peu importe. Donc, c'est très dans l'égoïsme. On va se dire, donc, je ne veux pas avoir des enfants parce que moi, je veux profiter de la vie, etc. C'est égoïste. Est-ce que la question, est-ce que c'est une bonne façon de penser ou pas, c'est un autre débat, mais il faut juste appeler ce que c'est l'égoïsme. Moi, je vais le dire, c'est moi, pas une bonne façon de penser. C'est ça, c'est moi qui passe avant les autres choses, le devoir ou peu importe. Donc, tu as toutes sortes de stades dans le tribalisme, puis tu as l'autre côté qui s'appelle les humanistes. Les grandes religions sont souvent humanistes. Donc, par exemple, les chrétiens ou les musulmans, donc, je vais donner un exemple extrême. L'État islamique, tu peux être de n'importe quelle race, de n'importe quel pays, t'atterris dans une région, l'État islamique, tu brûles ton passeport, tu fais la profession de foi, etc., tu leur dis que tu es là pour combattre, ils vont t'accueillir. Ils sont très humanistes, ils ne sont pas dans la tribaliste. L'État islamique, pour les membres de l'État islamique, c'est un territoire administratif. Donc, c'est vu comme une zone qu'on conquiert, mais ultimement, on veut conquérir le monde entier. C'est ce que, mettons, l'État islamique pense. Puis, il n'y a aucune concession à faire. Donc, parce que je ne prononce jamais le nom sacré. Ça, c'est un principe que j'ai, fait que c'est pour ça que je ne le dis pas. Mais le divin va être de leur côté. Dans le fond, il faut attaquer partout, il ne faut jamais lâcher, puis il va y avoir des miracles par-dessus miracles, puis ils vont finir par y arriver. Mais le territoire n'est pas une tribu. C'est un territoire de conquête. Les islamiques, les musulmans pensent comme ça. Les chrétiens aussi sont humanistes. Donc, il n'y a personne, le missionnariat est une forme d'humanisme. Dans le fond, on va aller porter la foi à d'autres peuples parce qu'on pense que tout le monde doit avoir accès à cette croyance-là. Une religion... Mais c'est drôle que tu dises que les chrétiens sont plus humanistes quand la plupart du monde du mouvement MAGA sont chrétiens. Oui, là, tu as toutes sortes de nuances, puis de caricatures, puis de toutes sortes de phénomènes qui se passent. Mais d'ailleurs, les premières décennies du christianisme, tu avais une opposition entre les chrétiens. Donc, tu avais ceux qui disaient non, c'est le peuple élu, donc Israël, qu'on doit mettre la priorité là-dessus. Donc, voici ce qu'il a dit Jésus. Donc, tu vois dans les évangiles, d'ailleurs, qu'il y a comme un narratif qui pousse ce côté-là. Et tu vas aussi avoir l'autre côté plus humaniste, moins tribaliste, parce qu'il y avait une partie tribaliste dans les premiers chrétiens qui disait c'est un message seulement, les païens, on doit les ignorer, les autres, là, les Romains, les autres peuples autour, c'est vraiment les tribus d'Israël qu'on doit convaincre que c'est vraiment lui le sauveur, etc. Il y avait une partie des chrétiens qui étaient comme ça, puis il y avait l'autre partie qui était humaniste. Et c'est le côté humaniste qui a gagné par Saint Paul, justement, qui a dit « Oh non, moi, je m'en vais me promener partout.
puis je vais aller convaincre tout le monde. Finalement, c'est le côté humaniste qui l'a remporté. Maintenant, il n'y a pas... Mais tu sais, si je prends un autre exemple d'une religion ou d'un culte, ou on pourrait appeler ça une religion qui est très tribaliste, le nazisme. Donc, Hitler, il disait, là, tu sais, ses étendards, c'était Allemagne, Deutschland Erwacht, c'est-à-dire que l'Allemagne, réveille-toi. Puis souvent, qu'est-ce qu'il disait, c'est son principe qu'il disait tout le temps, c'est un Reich, un peuple, un Führer, un chef. Donc, c'était très la tribu, et les autres, on va les écraser violemment. Tu sais. Mais je pense on va conquérir la Russie, on va conquérir. C'est pas tout d'un bord puis de l'autre, que ça soit humaniste ou tribaliste. Je pense qu'il y a du bon à être tribaliste, si c'est pas trop extrémiste, puis il y a du bon à être humaniste, si c'est pas trop extrémiste. Je pense qu'il faut trouver comme un middle ground entre les deux. Parce que quand tu t'en vas vers l'extrême, tu vas devenir comme un Adolf Hitler, un nazi. Mais si tu t'en vas trop extrême dans l'humanisme, tu vas devenir un woke. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut garder notre raisonnement. Il faut qu'on soit capable de protéger nos frontières quand même, qu'on laisse pas rentrer n'importe qui. Moi, je pense aussi. Mais il faut qu'on utilise notre jugement, il faut qu'on utilise notre empathie. Parce qu'il y a du monde qui n'a juste pas d'empathie, puis on les laisse régner. Puis on le voit un petit peu avec on l'a vu avec le mouvement Make America Great Again, que je faisais partie avant. Moi, j'étais full pro-Trump dans le temps. Puis là, qu'est-ce que je vois avec ils se calissent de nous autres, le Canada, ils se calissent de tout le monde. Là, je suis comme, je sais pas, tu sais. Mais où est-ce que je veux m'en venir là-dedans? C'est que nous autres, les catholiques, on a ce qu'on appelle la pastorale, je pense, puis le dogme. Right? La pastorale, c'est plus le côté humanisme. Oui, bien, c'est-à-dire que on n'emploie pas nécessairement les termes que tu emploies, même si je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, ben c'est ça. C'est qu'il y a la doctrine, c'est-à-dire c'est le message officiel, l'enseignement officiel. Puis la pastorale, c'est au fond la manière d'appliquer ce message officiel-là sur le terrain dans une réalité concrète. Exact. Alors, puis ça, souvent, ça demande une espèce d'ajustement, il faut de la flexibilité. Oui, parce que la doctrine, c'est très, très, très fermé. Là, admettons, le problème avec la doctrine, c'est qu'admettons, il y a tellement de branches du protestantisme, right? Fait que la doctrine, au niveau du protestantisme, là, ça peut être problématique parce qu'un mouvement de protestants va penser que la doctrine, c'est ça, l'autre va penser que c'est ça, les catholiques vont penser que c'est ça, puis les orthodoxes vont penser que c'est autre. Tandis que quand tu arrives avec la pastorale, c'est comme, OK, cette personne-là est rendue là dans sa vie. Elle vient juste d'être born again Christian, elle vient juste de se faire baptiser, sa confirmation, puis tout ça, bref. On ne peut pas lui demander d'être 100% tout de suite dans la doctrine parce que ça serait trop un 180 dans sa vie, tu sais. Fait qu'on va regarder où est-ce qu'elle est en ce moment, on va voir c'est quoi les progrès qu'on va faire, puis on va être dans l'acceptation pas dans l'acceptation peut-être, mais dans... Bien, ça veut dire qu'on chemine avec elle. C'est ça, on chemine avec elle. Réellement. C'est ce que Jésus faisait, anyway. Mais on ne peut pas non plus faire comme l'applaudir si, mettons, cette personne-là, elle retombe dans des mauvaises habitudes. Tu comprends-tu? Fait que c'est là que je pense que c'est important de pas trop être un extrémiste dans les visions. La sagesse, c'est dans l'équilibre. De la religion. Exactement. Donc, mais ça rejoint les motivations, exemple, de pourquoi j'allais en Ukraine. Parce que... justement, mon ex-conjointe, mère de mes enfants, est très tribaliste. Donc, il y a un clash entre les gens qui sont tribalistes et les gens humanistes. D'ailleurs, ce qui est assez comique, d'ailleurs, on le voit dans les évangiles, il est en train de prêcher Jésus. Puis là, c'est une partie que les gens ignorent souvent de la Bible, mais tu vois Marie et son frère, j'ai oublié c'est lequel, qui s'en vient, il dit « T'es rendu où? » Et il pense que tu as perdu la tête, là, tu sais. La Sainte Marie qui pensait que Jésus avait perdu la tête. Donc, je veux dire, il y avait une espèce de clash entre le cœur familial et la portée humaniste universelle. Tu sais, une religion, souvent, les grandes religions sont très, à part peut-être le judaïsme, qui est comme tribaliste, mais en même temps, il y a comme une porte par la naissance, via la mère, que tu peux comme rentrer dans la tribu. Mais c'est comme un mix. L'islam aussi, c'est très tribaliste, puis j'en connais beaucoup qui sont musulmans. Des fois, il y a du tribalisme caché. Mais les musulmans, à la base, sont très humanistes. Donc, tout le monde, si tu fais ta profession de foi, là, il y a la roue, Muhammad Rasulallah. Ça, ils me l'ont appris par cœur, les enfants d'Afghanistan. Si tu dis ça et tu y crois, premier pilier de l'islam, c'est la base de tout. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Hein? Si tu le dis en ce moment, tu le crois, Mohammed est son prophète, etc., tu es considéré comme un musulman. Si tu y crois, il faut que tu y crois. Si tu fais juste le dire, ça ne suffit pas. Après ça, il y a les autres piliers qu'il faut que tu fasses.
exemple, le pèlerinage à la Mecque, etc., si tu as les moyens de le faire, mais tu ne seras pas exclu si tu le fais pas. Mais si tu as de l'argent, ben, pour les musulmans d'ailleurs, si tu t'en vas, mettons, faire des voyages dans le sud, puis que tu as les moyens de te payer un voyage à la Mecque, tu le fais pas, tu vas pas à la Mecque, tu vas être jugé comme étant un mauvais croyant. C'est parce que tu as les moyens. C'est un exemple. Mais moi, je suis clairement plus du côté humaniste. Donc, pour moi, exemple, il me demandait qu'est-ce que tu penses des Ukrainiens. Je dis, je me fous des Ukrainiens. Ce qui m'importe, c'est les humains. Donc, que ce soit l'Ukraine ou un autre peuple, ça ne me dérange pas. Vous avez demandé mon aide, donc je viens vous aider. Ou non, justement, d'humanisme et de mes principes universels, des principes de vérité universelle. Oui, tout à l'heure, tu disais que tu adhérais au christianisme essentiellement en raison du message. Alors, j'imagine que ce que tu entends par là, c'est les valeurs chrétiennes, justement, d'ouverture à l'autre, d'altruisme et tout ça. Mais concernant les croyances fondatrices chrétiennes, comme la croyance à la résurrection, la vie après la mort, etc., comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu crois à la résurrection de Jésus? Oui, absolument. Oui, résurrection de Jésus, oui, j'y crois. Une autre chose, par contre, on pourrait parler de la mort, qui est un sujet très proche des soldats. Et un soldat devient un philosophe. Moi, je dis souvent, les soldats qui vont au front sont tous des philosophes. C'est un des meilleurs films de guerre, d'ailleurs, c'est La Ligne Rouge, qui est comme dans le Pacifique, avec les Marines qui attaquent les positions japonaises. Là, j'adore ce film-là parce que le tempo, le type de situation, les accidents que tu t'attends pas à ce qui arrive, toutes sortes de surprises, l'espèce de réflexion tout au long du film est très, très, très... Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films de guerre qu'il n'y a pas. OK? La Ligne Rouge. Prends la note B, La Ligne Rouge. On va l'écouter. J'adore le beat, l'attente, la réflexion. Puis souvent, il réfléchit justement dans ce film. Tu sais, comme tu entends ses pensées, là, ou un des soldats, qui meurt après d'ailleurs. Puis ça rajoute... En tout cas, sans rentrer dans les détails. Mais ce que je voulais dire, c'est que les soldats sont des philosophes. Et une des choses auxquelles ils pensent, c'est la mort, parce que tu la sens proche. Et quand la mort est vraiment proche, concrète, c'est fou qu'est-ce que ça déclenche chez l'humain. C'est le risque de mourir, là. C'est quand c'est vrai, là. Tu es en fight or flight tout le long aussi. Puis quand tu t'approches du front, si je peux faire un rapprochement de comment tu te sens. Tu te rappelles quand tu faisais tes exposés oraux, mettons, à 12 ans, tu es stressé, tu anticipes, ouais. Tu es stressé. Là, maintenant, on va multiplier ça par un exposé oral devant 1000 personnes et ta vie en dépend. Okay? Le trac que tu aurais en approchant le moment où tu vas falloir t'aller parler devant les gens, tu aurais un stress. C'est comme ça que tu te sens quand tu approches d'une zone de guerre puis que ça s'en vient. Là. Surtout si tu t'en vas au combat en première ligne. Il y a des gens qui me disaient, écoute, je m'inquiète pour toi. Puis après coup, je leur ai dit, écoute, tu fais bien de t'inquiéter parce que je ne sais même plus combien de fois que j'ai failli me faire tuer. Le nombre de fois où j'ai des explosions de la lumière qui est autour de moi, là, aussi proche que ça. Là. Je vois l'explosion. Là, okay? Et comme elle éclate devant moi, ça touche le rebord de béton d'un bâtiment plusieurs fois. À chaque fois que j'allais au front, à chaque jour, c'était plusieurs fois que je manquais de mourir. Tu t'es déjà fait tirer dessus? Ben oui. Touché? Oui. J'ai jamais été touché. Jamais. Okay. Rien. Passé poche. Tellement de fois. Il n'y a rien que j'ai eu. Okay? J'ai aucune séquelle. Rien. Mais maudit que j'ai passé proche. Des fois que j'ai vu des éclats d'obus passer devant moi. Ça ressemble à des tisons, en fait, là, si vous voulez vous faire une image. Tu sais, des tisons, quand tu as un feu de camp, puis tu as comme des... Oui. Ça ressemble à ça, mais ça va vite. Là. Puis il y en a des plus gros, puis des plus petits. Mais ça ressemble à des tisons orange là, qui passent devant toi, à toute vitesse. Ça ressemble à ça, avec le bruit qui est vraiment assourdissant, etc. Ça ressemble à ça, des explosions. Mais j'ai tellement passé proche, ça n'a aucun bon sens. Des fois où j'ai une explosion d'en face, ça a touché le rebord. On est retourné sur les lieux pour filmer, pour le documentaire d'ailleurs. Ça a touché genre à ça, quelques pouces, l'obus. C'est comme... Comment est-ce que tu réagis face à ça? Est-ce que tu te considères juste chanceux ou est-ce que tu penses que tu as été protégé par Dieu? Ben, peut-être que justement, si tu agis bien, ton karma va être bon, donc peut-être les événements vont tendance à te favoriser. Peut-être que justement, il y a une espèce de, je pourrais dire, une force karmique qui entoure les gens. D'intervention spirituelle. Peut-être que c'est comme, c'est pas nécessairement tu es protégé ou tu l'es pas. Peut-être qu'il y a comme un niveau de protection plus ou moins grand. Donc, mais qui ne va pas nécessairement te mettre à l'abri de tous les événements. Donc, peut-être que certaines personnes ont une certaine protection, mais ou plutôt, je dirais l'inverse. C'est pas qu'ils ont une protection, c'est qu'ils ne vont pas attirer certaines choses. Okay? Donc, la protection, tu sais, mettons que tu as un cœur pur, puis tu es mis dans une situation que tu ne mérites pas intérieurement, on va dire ça, d'un point de vue karmique. Ben, peut-être que là, c'est l'aspect protection qui va entrer en jeu, parce que tu ne le mérites pas. Il y a des gens, je pense, qui attirent des choses vers eux parce que, justement,
la loi de la réciprocité. Ils ont pas des bonnes, ils ont pas une bonne C'est personne. quoi pour Wally avoir un cœur pur? C'est tout part des intentions. OK. C'est vraiment ça. Aider son prochain. En fait, la vérité est toute simple. Tu regardes les 10 commandements. La première, c'est faire la volonté du Seigneur. La deuxième, c'est... donc, la plus importante, c'est la volonté. Et après ça, il y a l'autre principe qui est tu traiteras de bien traiter son prochain. Mm-hmm. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le premier, c'est la volonté et non bien traiter son prochain. Ce qui est quand même intéressant. Donc, la volonté est plus importante. C'est pour ça que, par exemple, la corruption, donc faire des deals avec les amis, ça contrevient, dans le fond, à ces principes-là parce que tu es supposé de pas... C'est plus important d'avoir des bons principes, quitte à sacrifier des relations humaines. C'est ça que ça dit. Puis d'ailleurs, Jésus l'a dit, il dit, celui qui préfère son frère, ou j'ai oublié les paroles exactes, celui qui préfère son ami, son frère, ou peu importe, à moi, la vérité dans le fond, est indigne de moi. Ce qu'il voulait dire, c'est que tu dois toujours mettre au-dessus de tout cette volonté-là, dans le fond. Puis dans tes actions aussi, comme soldat au front, etc. C'est ça. Très bien. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Concernant la mort, Wally, c'est quoi ta conception de la vie après la mort? Oui, bon. Il y a tellement... C'est un autre sujet extrêmement passionnant on pourrait parler des heures de temps. Je crois qu'il y a une vie après la mort. Les raisons sont scientifiques même. Il y a de plus en plus de recherches, d'anecdotes, de documentation à ce niveau-là. C'était une science, on pourrait dire, qui a été boudée très longtemps. Tu sais, la recherche sur les expériences de mort imminente, ça a été longtemps boudé, moins de financement, etc. Donc, à cause de tout ça, cette science-là avance pas aussi vite, mais il y a eu toutes sortes de choses quand même qui se sont produites, dont des recherches qui tendent à montrer que très fort probablement, il y a effectivement quelque chose. Une des raisons, il y a des anecdotes qui ont tombé ici et là. Une des anecdotes, c'est un des premiers, les plus fameux de l'histoire récente qui a été documenté, c'est l'histoire des souliers de tennis qui traînaient sur un... Il y a quelqu'un qui est décédé cliniquement, je pense une femme, il y a plusieurs décennies, a été capable de raconter un paquet de détails, dont le fait, anecdotiquement, de dire, écoute, il y a un soulier comme qui traîne entre toi ou le toit, j'ai oublié exactement les détails. Elle l'a mentionné. Après ça, effectivement, il y avait un soulier. Il y a quelqu'un qui est revenu... Quoi, elle a vu le soulier comme si elle s'est détachée de son corps, tu peux comme... je veux dire, tu vas voir des choses. Mettons que tu vas de l'autre côté. Si tu vas voir peut-être un détail que tu n'aurais pas pu dire si tu étais dans ton corps, exemple. Mais il y a beaucoup d'expériences aussi, out-of-body experience. Quand on a reçu Michel-Ange, on en avait parlé aussi, tu peux sortir de ton corps, ça s'appelle une projection astrale. Ça a été documenté. Il y a un paquet de monde qui semblerait avoir des expériences sans qu'il y ait une mort clinique. Peut-être. Justement, je trouve ça dommage qu'on n'aille pas explorer ça plus. On est très à la préhistoire encore. Je trouve qu'on a des moyens collectivement d'explorer ça avec une approche scientifique. Moi, je vois pas d'opposition entre la spiritualité et la science en passant. Je vois ça comme... C'est très dommage qu'on en fasse une. Mais expérience de mort pour ce qui est la mort imminente, la vie après la mort, etc. Donc, il y a des cas anecdotiques, il y a des recherches qui ont été faites. Et les cas, les témoignages documentés de personnes qui ont, exemple, été dans la mort clinique, qui ont pu raconter certains détails qu'ils n'auraient pas pu raconter. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et il y a d'autres choses aussi qui se sont faites. Exemple, des fois, ils n'ont pas la même force que quelqu'un qui va donner un détail sur la personne est rentrée, elle a fait telle chose, elle est allée de l'autre côté du bureau, peu importe. Là, je suis capable de te le dire parce que j'étais littéralement en haut, là, dans la salle, donc je le voyais et je m'en rappelle. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rappelaient pas, sont confus. Il y a des personnes qui sont faibles quand ils ont une mort clinique, donc ils se réveillent, ils sont sonnés, ils ne sont pas dans un état qui peuvent témoigner. Tu as toutes sortes de témoignages, exemple, le classique, là, les étapes sont très documentées, c'est souvent les mêmes. C'est le fameux panorama de ta vie. Après ça, tu as le tunnel. Tu as le tunnel qui n'est pas toujours. La présence d'êtres proches qui viennent comme te chercher. D'êtres lumineux non identifiés nécessairement, donc ce n'est pas des proches. Tu as toutes sortes d'une liste là, de choses qui se répètent, qui en vient au dernier point qui fait que ça renforce l'idée qu'il y a effectivement quelque chose. Donc, tu as les espèces d'anecdotes documentées ici et là sur des détails qui ont été donnés. Mais tu as aussi le fait qu'il y a eu des recherches sur un grand échantillonnage de personnes qui ont témoigné justement des choses qui ne sont pas capables de prouver. Écoute, j'ai pas vu l'autre côté, je peux pas te dire exactement en détail s'il y avait un détail que je peux te donner qui va me prouver que j'ai vu de l'autre côté. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Mais ces personnes-là, c'est des gens normaux qui ont témoigné.
Et souvent, les gens qui ne sont pas portés à croire certaines affaires, donc ils n'ont pas un narratif à prouver, et souvent, ils ont été très, très, très... Ils n'ont pas eu peur de raconter ces choses-là. Donc, d'un point de vue psychologique, ça serait surprenant que ces gens-là, tout à coup, se mettent à inventer. Ça me tente d'être pro vie après la mort parce que... Mais non, je veux dire, d'un point de vue psychologique, c'est comme quand tu interroges les témoins un peu dans le système judiciaire. Tu as quelqu'un qui n'a aucun intérêt, qui n'a rien, qui a peut-être même une opinion à la limite qui serait comme plus portée vers l'autre côté de la version de l'histoire. Puis là, tout à coup, elle dit une autre version qui n'est pas dans son intérêt, qui ne semble pas préprogrammée, elle n'a pas été influencée. Donc, quand tu as un grand échantillonnage de personnes qui racontent des choses, tu peux dire au moins ils sont sincères. Puis il y a d'autres aussi d'anecdotes qui ont été documentées, comme quelqu'un qui a une mort clinique qui est capable d'entendre les sons, mais selon certaines préconceptions, c'était que le cerveau, je pense, de mémoire, je pense que c'est 30 secondes après un arrêt cardiaque qui arrête de fonctionner. Donc, si 2 minutes entre le fait que tu as été réanimé, tu as été capable de dire, OK, il y a quelqu'un qui a mentionné ça, il y a quelqu'un qui a fait ci, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, puis là, ça commence à être très détaillé, alors que tu es cliniquement mort depuis, mettons, 4 minutes. Là, ça contrevient. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est ça. Là. Il y en a quelques-uns, mais qui parlent fort, selon moi. Mais heureusement, il y a de plus en plus un tabou qui s'en va par rapport à l'étude de ces expériences-là. Donc, on part de ça. Il y a une haute possibilité, du moins. Quelqu'un qui est rationnel est obligé d'admettre qu'il y a une très forte possibilité qu'il y ait effectivement quelque chose au-delà de la vie physique ici. Donc, on part de où? On part de ça, puis après ça, on peut construire là-dessus. Puis toi, tu penses quoi qu'il y a après la mort? Bien, effectivement. Donc, en fait, il y a tellement de nuances. Le premier, c'est le décès physique. Donc, la séparation du corps, etc. Tu peux avoir, dans certains cas, des proches qui viennent te chercher. C'est exemple, on va y aller simple, mais mettons, tu meurs là, puis là, quelqu'un de proche meurt dans 30 ans. Le temps aussi ne fonctionne pas de la même façon de l'autre côté. Donc, tu sais comment on se sent, fait que juste par empathie, tu vas vouloir comme accompagner, un peu comme tu accompagnes ton enfant qui commence l'école. Tu veux comme empathiquement l'aider à traverser ce changement de vie-là. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, tu vas avoir peut-être une prédisposition intérieure à vouloir accompagner quelqu'un que tu trouves proche, personnellement, à laquelle tu te sens en affinité. Donc, c'est pour ça les apparitions d'êtres proches qui veulent te rassurer, il y a ça. Mais tu as tout ce processus-là de la mort, donc le décès, qui peut durer un certain temps. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi souvent quand il y a quelqu'un qui meurt d'un accident, il y a souvent des récits comme quoi il se voyait mort. Puis souvent, ça par contre, il n'y a pas de document pour ce que je vais dire, mais très très fort probablement, quand quelqu'un décède, il va, même à ses funérailles, possiblement être témoin. Littéralement, là, être là, puis voir, sans pouvoir communiquer, ce qui se passe. C'est pour ça, moi, quand il y a des morts, là, sur le champ de bataille, par exemple, j'avais une carte, là, comme une espèce de carte, les Ukrainiens ont ça, les orthodoxes, comme des espèces de cartes avec de l'or dessus, comme une genre de carte de collection de hockey, mais version religieuse. Puis ils en mettent des fois dans les armoires, partout. Puis il y en a une que j'avais pris, je l'ai encore, puis je la gardais dans mon équipement. Puis à chaque fois qu'il y avait des morts, je les touchais avec, un peu comme une espèce de rituel. Mais je leur parlais, souvent. Mais ils ne parlaient pas ma langue, là, fait que, ukrainien, mais je voulais leur dire que je sais que tu es auto. Parce que le corps, il va tout être amoché, tu es un obus qui est passé à côté, fait que tout. C'est vraiment pas beau, là, un mort, là, souvent, dans cette situation-là. Puis ils sont là, pêle-mêle, dans une boîte de pick-up, tout croche, la jambe à l'envers, la tête arrachée à moitié, puis tout. Puis là, souvent, je voulais comme les rassurer. Parce que souvent, ces personnes-là vont être en choc. Parce que t'es comme, fuck, je suis mort. Le temps que tu réalises. Quand il y en a qui sont morts à côté de moi aussi, il y en a un qui parlait français, un Ukrainien, par hasard, un jeune, j'ai dit, ils sont morts, puis là, sûrement qu'il m'a entendu. Puis sûrement même qu'il était tellement, lui, il était tué sur le coup, fait que probablement qu'il était comme tout humain, surpris, genre, comme, hein? C'est comme une claque, là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu es témoin autour de toi de, mettons, moi qui est là, qui dit que tu es mort, fait qu'il y a sûrement comme vraiment, wow, il parlait français en plus. Fait que lui souvent, ça l'a sûrement secoué. Donc, tu as cette... Tu crois que le monde, une fois qu'ils sont morts, mais ils peuvent encore nous entendre un certain bout de temps? Oui, absolument. Oui. OK. Puis, clairement, OK. C'est juste qu'ils ne peuvent pas communiquer. Puis souvent, même, il y en a même qui essayent de communiquer puis qui ne peuvent pas.
Puis ça les frustre. Il y en a beaucoup qui ça les frustre. Puis après la mort, quand il y a un détachement, plus tard, là, ce qui va se passer, c'est que je peux décrire ça comme ça, c'est que de l'autre côté, tu ne peux pas t'empêcher d'être toi-même. C'est comme ce que tu es comme personne intérieurement, tu peux pas. Tu vas comme être attiré vers ça. Puis tu pourras pas, c'est irrésistible. Tu pourras pas, genre, comme sur Terre, c'est différent. Tu peux comme être dans un environnement qui est différent, puis comme être artificiellement comme amené à des endroits qui ne correspondent pas. Mais de l'autre côté, tu es comme irrésistiblement amené vers tout, vers ce que tu représentes. Donc, si tu es une mauvaise personne, tu vas être irrésistiblement amené vers du mauvais. C'est un peu l'équivalent du purgatoire. Donc, oui, on peut dire que c'est une forme de purgatoire. Donc, si tu es un voleur, tu vas comme être amené vers cette espèce d'univers-là, où tu vas subir ce que tu fais subir. Donc, une forme de purgatoire. Mais tout ça, le but, comme sur Terre, c'est de s'améliorer comme personne. Donc, toi, tu crois au fond au ciel, à l'enfer, au purgatoire. Ouais. Donc, crois-tu que l'enfer est éternel, par exemple? L'enfer, les images qu'on en fait, des flammes, etc. Moi, je vois plus ça comme une espèce de effet destructeur je pourrais dire, de l'esprit. On pourrait appeler l'âme, peu importe, là, sans rentrer dans la terminologie, mais c'est plus ça, en fait. C'est comme une destruction, c'est pas vraiment comme une espèce de souffrance perpétuelle, etc., pour te punir. C'est pas ça, c'est juste un phénomène naturel, très lent, qu'on pourrait appeler le jugement, d'ailleurs, qui donne une espèce de fin irréversible de ton cheminement spirituel. La fin de l'âme, dans le fond. La fin âme complète, se détruit lentement. Parce que t'es pas capable de... Il y a un point de non-retour, tu sais. Mais souvent, ça se corrige. Quand tu dis qu'il y a un point de non-retour, c'est parce que là, on pourrait dire l'âme, est-ce que tu penses que l'âme est en apprentissage dans ta vie à toi, ou tu penses qu'elle est en apprentissage dans plusieurs vies? Dans le sens qu'il y a du monde qui... Parce que, tu sais, là, on peut rentrer un peu dans le bouddhisme, on n'est pas bouddhiste, là. Tu crois-tu que l'âme va se réincarner dans un autre corps? Oui, ça fait absolument de sens. Que tu peux te réincarner, puis... Puis si, genre, tu as eu trop de chance d'être une bonne personne, ben là, c'est là que tu vas en enfer, genre? Non, mais c'est encore là, c'est la loi de la réciprocité. Ce que tu es, tu vas vivre. Donc, si tu es une personne mauvaise, tu vas naturellement dans le cosmos, ou peu importe la création, peu importe comment tu veux l'appeler, tu vas être amené à expérimenter ce que tu es au fond de toi. Donc, naturellement, OK? Tu ne pourras pas résister à ça. Ça va être irrésistible. Mais il y avait quelque chose que je voulais dire. J'ai perdu. Mais continue parce que je suis sûr que ça va me ramener puis je voulais vraiment en parler. Moi, je me posais comme question, est-ce que tu as peur de la mort? Il faut avoir peur. Des fois, je me suis surpris à ne pas avoir peur assez de la mort. Puis je me suis dit, il ne faut pas que je commence ça parce que c'est pas sain. Il faut qu'on ait peur. Puis il faut que tu vas devenir reckless puis tu vas finir par te faire tuer. Exactement. Mais ça m'a arrivé des situations dans ma carrière où j'ai comme bravé la mort. J'ai fait exprès. Là. Puis je le faisais quasiment par bravade. Je me levais pendant que ça tirait, j'ai fait des niaiseries de même, qu'il y avait du monde autour de moi. Mais je veux pas tester le destin. D'ailleurs, c'est un principe chrétien que si tu as une forme de protection, tu ne vas pas tester cette protection-là. L'exemple classique, c'est Jésus sur le temple qui, après ça, il se fait tenter de tester cette protection-là, puis là, il refuse de le faire. Donc, on ne doit pas penser de cette façon-là, de façon arrogante. Peut-être que justement, il y a un niveau de protection maximum, tu n'es pas immunisé contre tout. Puis peut-être que certaines personnes, de par un karma plus ou moins bon, ont plus de protection. Et si tu testes ça, peut-être que ça ne suffira pas. Tu ne vas pas être protégé assez. L'arrogance va te revenir justement te bêter. Moi, j'ai une question concernant cette fameuse carte dorée, là, où tu allais toucher les morts avec. Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte-là? C'est une Jésus? Non, c'est quel... c'est une bonne question parce que je n'ai pas regardé c'était quel saint. Je sais qu'il y a certains... C'est souvent des saints qui vont mettre là-dessus. Orthodoxes, probablement. Oui, c'est ça. C'est très... l'art orthodoxe, c'est doré avec... très dense, là, comme type d'or. Plastifié, c'est une carte plastifiée. Puis il y en avait plein. Moi, j'avais comme principe en Ukraine que je ne vois jamais rien. Mettons que je rentrais dans des places, là, des bureaux, là, c'est comme un... là, c'est vrai, il y a des équipements de tournage, mais il y avait des
des choses comme ici. Là, je veux dire, il y avait des ordinateurs, t'entends les obus éclater, puis il y a un ordinateur à côté. Tu pourrais prendre... j'ai vu des choses qui se voleraient, là. Partout, là. Imagine que tu peux rentrer dans un building partout, tu verrais plein de choses. J'avais comme principe de ne jamais rien voler, sauf si j'en ai besoin. Donc, par exemple, un manteau pour se réchauffer, ou quelque chose j'ai besoin. La nourriture, on en prend. Mais quand il y avait beaucoup de ces icônes-là religieux, parce qu'ils en mettent un peu partout, surtout les plus vieux. Là, dans un des appartements, il y en avait. Puis là, on se faisait... il y avait des obus qui éclataient proches. Puis là, je l'ai pris. Ça, c'est la seule... J'ai dérogé, dans le fond, à mon principe, mais je pense que c'est pas mauvais de le faire. Donc, j'ai pris cette carte-là. Je me suis permis de le faire. Donc, je l'ai traîné après ça dans les patrouilles. Mais ouais, c'est ça. Je sais même pas c'est quel saint, en fait. C'est peut-être... l'archange, comment il s'appelle? C'est-tu Michael qui protège les soldats? Il me semble que c'est pas un saint, ça, c'est un archange. L'archange Michael, Michael. Ouais, c'est ça. Lui, il est très, très, très populaire. OK. J'ai retourné sur les mass graves, là, les sites où les Russes ont exécuté des gens puis qui ont comme des nazis comme garochés dans des fosses communes. Il y avait des gens qui me serraient comme en pleurant. Là. Ils étaient vraiment comme émus. Ça arrive souvent, des situations de même d'ailleurs, en passant. Des gens qui me servent, qui me donnent des croix ou toutes sortes de choses, ça arrive souvent. Puis j'ai été sur ce site-là, j'ai acheté, ils voulaient me donner, mais je l'ai juste acheté. J'ai juste à côté, là, c'est l'église, est comme ici, c'est comme à 40 mètres. Là. Il y a beaucoup de dignitaires qui vont d'ailleurs souvent, si vous faites une recherche, Boucha, mettons, église blanche, Boucha, quelque chose comme ça, vous allez voir l'image. Elle est en super bon état, elle était loin, elle était comme en arrière du front en zone russe. Les Russes faisaient des exécutions dans ce coin-là. Puis là, il y a un gros charnier. Puis là, c'est rendu un site où on se remémore, puis il y a souvent des dignitaires, des cérémonies qui vont là. Puis tout ça pour dire, j'ai acheté une icône en bois de l'archange, là, justement. Okay. Ça me fait penser à ça. Est-ce que tu as gardé avec toi t'as porté avec toi au Canada ces objets-là? Oui, j'ai ça, j'en ai. J'ai plein d'artefacts. Hein. J'ai un drapeau d'État islamique, j'ai des morceaux d'obus, j'ai toutes sortes d'affaires. Fait que oui, j'apporte toutes sortes de... Ce qui est assez drôle aux douanes, là, quand ils voient un morceau d'obus, ils font comme... Pourquoi tu as un morceau de tank? Puis là, ils veulent me le prendre des fois. Je dis non, j'ai mérité. J'essaie de les convaincre. Souvent, ça marche souvent. À date, j'ai passé plein d'affaires, mais c'est pas des choses illégales. Okay. Tu as un obus, mais qui n'a plus d'explosif. Tu as un morceau. Ben oui. S'il y avait un explosif, tu peux pas. J'ai failli passer une grenade sans m'en rendre compte. Oh boy. Puis, comme un épée, ouais, ça n'aurait pas passé sur un temps. Au rayon X, ils voient une forme de grenade militaire. C'est tellement comme une forme évidente. J'imagine la catastrophe que ça aurait faite. C'est comme... Sûrement qu'ils n'auraient même pas cru. Ils auraient pensé, les RXU, ils ont comme des... Ils envoient des fausses images, puis il faut qu'ils cliquent dessus. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles applications. Sûrement qu'ils auraient fait comme... C'est sûrement comme une joke, là. Là, ils voient, fuck, il y a une grenade dessus. Et on va ouvrir ça, puis c'est une grenade. J'ai pas, parce que j'ai fouillé mes affaires, mais je m'en suis rendu compte. Mon dernier check-up, j'ai fait comme... OK, avant de sortir d'Ukraine, j'ai fait comme... Au cas où... va checker, tabarouette, il y avait une poche que j'avais pas checké, une poche, puis la grenade, tabarouette, il y avait une fucking grenade. J'ai fait, OK, on va donner ça à mon collègue. Quand j'étais jeune, je me souviens, là, c'est drôle que tu dis ces histoires-là, mais j'ai fait une erreur quand je suis passé aux douanes. J'étais jeune, je venais juste d'avoir 18 ans, puis c'était un de mes premiers voyages où est-ce que je partais tout seul. Puis je passe aux douanes, tu sais. Puis j'avais un laptop, puis le gars, dans le fond, aux douanes, il voulait checker mon laptop. Puis j'ai fait une joke comme quoi j'étais un terroriste, puis j'ai fait une joke que j'ai des explosifs dans... Hey, le gars, il a fait comme... C'est mon genre de joke. Il m'a regardé et dit, je vais te laisser passer parce que t'es jeune puis t'es un idiot, là. Mais c'est mon genre d'affaire, des fois, que je fais. Puis il m'a regardé et dit, je te laisse passer parce que t'es jeune, t'es naïf, t'es un idiot, puis ça paraît que t'es pas habitué, là. Il dit, ce genre de joke-là, normalement, là, on les fait rentrer, puis tu peux plus voler après, là. Ouais. Puis après ça, genre, t'es banni des compagnies aériennes. Tu fais genre pas... Là, j'ai regardé, je fais comme... I'm sorry. L'humour noir comme ça, c'est tellement mon genre. Là. Oh boy. Mais faut que tu fasses attention. Ah non, je n'ai plus jamais fait cette joke-là. J'en ai fait des borderline, là, puis j'ai jamais poussé la note, mais dans d'autres situations, j'ai peut-être poussé la note. Mais c'était pas dans un contexte où je pouvais me faire arrêter, peu importe, là, mais il faut que tu fasses attention. Non, mais c'est ça. Des fois, je pense pas où est-ce que je suis quand je fais des jokes. Même des fois, je me fais arrêter par la police, puis je vais compter des jokes aux policiers. Genre, puis je suis un gars comme ça, j'aime ça l'humour. C'est mon genre. Tout à l'heure, Wally, tu disais que tu ne nommais pas Dieu. C'est le mot, au fond, que tu évites de dire. Pourquoi? Trop sacré. Trop sacré, d'accord. C'est une vieille tradition, en fait.
Les Juifs ne nomment pas C'est Dieu. ça, exactement. effectivement. Je pense de cette façon-là. Donc, je ne le mentionne pas. Je vais mentionner des équivalents. Donc, c'est pour ça que ça me fait grincer des dents. Ben, tu ne prononceras pas mon nom en vain. C'est un principe. Donc, c'est trop sacré, donc on n'a jamais le prononcer. Ou on doit fortement éviter, selon moi. Donc, quand quelqu'un fait une blague là-dessus, mettons, c'est un mème, mettons, je fais comme non. C'est en moi. Ouais. Ça, donc, on voit que tu as quand même emprunté à différentes traditions religieuses. Hein. J'ai l'impression quand même que le cœur de ta foi demeure chrétien, mais il y a des éléments d'autres religions, comme par exemple la réincarnation, ça c'est plus dans le bouddhisme. Bon, il y a des éléments qui viennent aussi de l'islam, d'autres qui viennent du judaïsme. Alors, tout à l'heure, tu te décrivais comme un humaniste. Alors, j'imagine que ça transparaît aussi dans tes croyances religieuses. Oui, c'est ça. Donc, en fait, toute religion doit être très humaniste et universelle, parce que si ta vérité se restreint à un groupe, je trouve que c'est une mauvaise façon de penser. D'ailleurs, quand que tu vois Jésus dans la Bible, il y avait un message très humaniste envers les Juifs, les Hébreux. L'exemple, c'est le puits. Donc, la Samaritaine, qui est l'équivalent d'une Palestinienne aujourd'hui. Donc, c'était un peu l'équivalent d'un Juif à notre époque qui irait dans un ghetto palestinien, qui irait parler avec des gens qu'on considère comme un autre peuple, qui font pas partie du peuple élu, qui sont des ennemis, dans le fond. Et lui parlait avec cette Samaritaine-là comme c'était une personne normale. Les gens étaient fâchés de ça. Donc, c'est très humaniste. Donc, il voulait envoyer le message, écoute, c'est l'humain, c'est universel, le message. Un autre exemple, assez fort, peut-être même plus fort, les soldats romains. Donc, il discute avec tout le monde, puis il dit devant tout le monde, ce qui est comme scandaleux à l'époque, là. Il écoute un soldat romain qui est l'occupant de la Terre Sainte, là, un païen qui occupe la Terre Sainte. Je veux dire, puis il va dire en face de tout le monde, j'ai jamais entendu aucune personne parler avec autant de foi dans tout Israël. C'est pour ça que c'est tellement un message incroyable, parce que les gens écoutent ça, puis c'est quoi? Quoi? Un soldat romain qui occupe la Terre Sainte, qui est un païen, qui n'est pas circoncis, qui n'a pas aucun rituel de son côté. Tu viens de dire que c'est lui qui a plus de foi que les chefs religieux. C'était complètement scandaleux, là. Mais c'est très humaniste et universaliste. Ceux qui ont ce qui a précédence, c'est l'humain, ce qu'il dit, comment il se comporte, et non son affiliation, sa naissance, ou peu importe. Il y a beaucoup de sionistes qui devraient entendre ce message-là. Parce que honnêtement, c'est sûr que moi, je regarde ce qui se passe un petit peu au niveau conflit Israël-Palestine. Bon, qu'on reconnaisse l'État de la Palestine ou qu'on la reconnaisse pas, il y a quand même un conflit. Ah boy, c'est un sujet, c'est le sujet qui... C'est le sujet de l'heure, là, évidemment. Tu tousses à ce sujet-là, tu te brûles, peu importe. Ben, c'est juste parce que quand tu vois, moins au Canada, mais surtout aux États-Unis, surtout les chrétiens évangéliques, moins que les catholiques, là, qui sont très, très, très pro-Israël. Puis c'est correct d'être pro-Israël, tu comprends? Israël, t'as du super bon monde qui sont à Israël, là. Mais t'en as d'autres, par exemple, qui manquent d'humanité, je trouve, envers les Palestiniens. Absolument. Puis évidemment, les Palestiniens sont probablement majoritairement musulmans, c'est pas ma religion, mais si je vois des enfants mourir, même s'ils sont pas dans ma religion, je trouve ça wrong, là. Ça me fait de la peine. Il faut montrer de l'empathie, par contre, des deux côtés, mais un des côtés qu'on a moins d'empathie, curieusement, c'est envers les Juifs. Ce qu'il faut comprendre, les Juifs, ils ont été je veux dire, il y a eu le génocide, je veux dire, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un peuple... Imaginons, là, tu es un peuple qui n'a pas eu de pays pendant longtemps. Ton dernière expérience d'avoir un pays, c'est justement l'occupant romain qui est tanné de toi puis qui détruit ton temple. Ah ben, c'est sûr qu'ils devraient avoir leur pays, là, ça, certainement. Moi, je suis très, très pro que Israël a leur pays. Mais tu sais, sans dire, mettons, ils devraient ça, commençons par avoir une forme d'empathie. Je veux dire, c'est un peuple qui se fait littéralement massacrer, répétitivement, par millions, femmes, enfants inclus. C'est pas juste on tue les soldats ou peu importe. Par les nazis, par exemple. Un peuple qui n'a pas de pays, c'est un peuple qui est souvent détesté, etc. Donc, les Juifs, comment ils pensent, c'est, écoute, le monde est méchant. Et la seule façon de survivre dans un monde méchant, c'est d'être fort. Donc, personne ne va venir nous sauver si on n'est pas fort. Donc, quand tu résumes l'histoire d'Israël depuis la guerre d'indépendance 1948 après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, si tu veux faire un résumé, là, très haut niveau, là, de techniquement comment cette histoire-là se produit, sans dire qui a raison nécessairement, mais comment ça se passe, c'est que tu as les Juifs qui se font attaquer de toutes parts, il y a une alliance contre eux. Ils finissent par renverser ça de peine et de misère.
Ça arrive à peu près à chaque 10-15 ans. Il y a une alliance, guerre de 7 jours, Yom Kippur, etc., guerre d'indépendance, soulèvement palestinien, etc. Fait qu'à chaque 10-15 ans, tu as quelque chose qui se passe. Les Israéliens finissent par renverser et se renforcer souvent. Ils deviennent de plus en plus forts. Donc, les ennemis d'Israël deviennent de plus en plus faibles. Puis là, ça aboutit au 7 octobre 2023, justement, avec l'attaque du Hamas. En fait, Israël, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils ont un tout petit pays, mais par contre, ils ont infiltré les banques, ils ont infiltré le Congrès américain, ils ont infiltré un peu partout. Fait qu'ils ont une très, très grosse influence. Les Rothschild ont une incroyablement grosse influence. Les Rockefeller ont bâti le système scolaire qu'on a ici. C'est eux autres aussi qui ont financé le mouvement féministe. Donc, les sionistes ont une très, très grosse influence. Et je pense que la problématique là-dedans, c'est que quand tu as une grosse influence, c'est bon parce que tu veux protéger ton peuple. C'est correct. Sauf que si tu perds ton humanité parce que toi, on a manqué d'humanité envers toi, c'est pas mieux. Absolument. Tu as beaucoup de nuances. Hein. Je connais plein de juifs, puis il y a toutes sortes de points de vue nuancés. Parce que, juste pour faire une petite parenthèse, que tu as dit l'État d'Israël en 1948, c'est écrit dans la Bible, « Those who bless Israel will be blessed. Those who cursed Israel will be cursed. » Quand ça a été écrit, c'était pas en 1948, ça. L'État d'Israël, on ne parle pas de l'État d'Israël qui a été financé par les Rothschild. On parle vraiment d'Israël. On parle de la lignée d'Abraham, là. C'est pas la même chose. Fait qu'on parle du peuple juif, on parle pas de l'État, on parle pas du pays qui a été fondé, là. Oui, c'est ça. Là, il y a plusieurs façons d'interpréter. Il y en a qui vont dire Israël, c'est la communauté spirituelle, c'est un message spirituel. Donc, techniquement, Israël, les chrétiens en font partie aussi. Les juifs et les chrétiens en font partie. C'est ça. Est-ce que c'est un territoire géographique? Selon certains, oui. Selon d'autres, moi, j'ai plus une approche spirituelle. Quand je lis les textes ou les messages de prophètes, etc., premièrement, je pense qu'il faut être critique. Donc, c'est pas genre la Bible dit, donc c'est vrai. Si tu parles, par exemple, des témoins de Jéhovah, ils vont littéralement c'est littéral, là, genre Adam et Ève, c'est Adam et Ève. C'est pas un symbole, c'est pas une histoire, c'est littéralement la vérité. Ça, c'est un autre débat. Donc, ils ont une lecture littérale. Moi, j'ai une lecture plus symbolique, spirituelle, etc. et critique. Mais les catholiques aussi, d'ailleurs, là, on ne lit pas tout au pied de la lettre. Là. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. C'est ça. Donc, on l'avait dit, right? Il y a beaucoup de... là, il y a différents sujets qui sont abordés. Ouais. Peut-être parce qu'on doit dit au pied de la lettre. Il a dit au pied de la lettre, fait juste parce que Adam et Ève, on s'en est parlé l'autre jour. Oui, mais ça veut dire que les catholiques ne sont pas des fondamentalistes. C'est ça. Fondamentalement, ça, c'est sûr et certain. Mais peut-être juste quelques mots finaux pour décrire ta pensée, puis ensuite, on va pouvoir... ma pensée sur, mettons, ce sujet-là en particulier. C'est un problème humain. Le problème palestinien, Israël, etc., il n'y a comme pas de solution parfaite à ce problème-là. Mais souvent, moi, je dis souvent, la politique... Je dis souvent, d'un côté, on a les idées, les idéaux, et d'un autre côté, on a la réalité, et ce qui est entre les deux, ça s'appelle la politique. Et souvent, les fanatiques, c'est que des gens qui vont prioriser au-dessus de tout l'idéal. C'est-à-dire, l'idée, on doit avoir ça, c'est la vérité. Et c'est souvent les fanatiques qui causent beaucoup de problèmes. Une approche plus réaliste et une approche plus politique, et dire, écoute, ça ne sera pas parfait, il va y avoir peut-être bien du monde qui ne seront pas contents de la solution, mais c'est une solution qui, pour l'humain, est bénéfique, selon... Bref, c'est tout le temps selon quelqu'un, mais qui va peut-être amener plus de paix, plus de stabilité d'un point de vue pratique, sans que peut-être qu'elle va déplaire à des gens d'un point de vue qui ont des idéaux, qui sont qui sont fanatiques, dans le fond, qu'il ne faut pas déroger, il faut 100% de l'idéal appliqué, puis on ne dérogera jamais, il n'y a aucune négociation à faire. Donc, le problème avec Israël et Palestine, c'est probablement, malheureusement, un problème qui va se régler par la force et par une nécessité aussi. Penses-tu qu'ils sont devenus, à cause qu'ils voulaient se défendre puis se protéger, à Israël, sont rendus peut-être un peu trop tribalistes? Ils sont très tribalistes, mais en fait, on rentre dans l'inconscient aussi collectif. Puis, ils ont des poèmes qui s'échangent, ils ont une culture, ils ont une tradition de héros israéliens, etc. Ils ont eu beaucoup de pertes dans la guerre d'indépendance, d'ailleurs, ou dans d'autres guerres, sans parler des autres massacres. Mais oui, effectivement, ils sont tribalistes, mais eux autres voient ça comme aussi, selon mes discussions que j'ai, c'est le monde se fiche de nos opinions. C'est juste une question de rapport de force. Il faut être fort, parce que le monde ne viendra pas nous sauver. Non, c'est sûr. Donc, si on ne s'arme pas, si on n'est pas prêt, si on n'est pas soudés ensemble,
on va se faire manger tout rond. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils ont une approche très cynique, mais en même temps qu'on peut parfaitement comprendre. Parce que quand tu te fais massacrer de la sorte... ils en ont vécu des affaires. Tu développes des réflexes... Au fil des années, les Juifs ont vécu des affaires C'est un peu PTSD. C'est un peu collectivement PTSD. 100%. Puis, écoute, il y a certains endroits dans le monde aussi que les chrétiens, on peut débattre là-dessus, qui ont vécu aussi des atrocités. Là. Mais moins que le peuple juif, ça, c'est sûr à 100%. Par contre, ce que j'ai peur, moi, dans la vie, puis ce que je veux amener comme message aux gens, c'est que moi, on a tous vécu de la souffrance dans notre vie. Puis après ça, ce que tu décides de faire avec la souffrance, c'est ce qui va déterminer si tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Si tu as vécu de la souffrance toute ta vie, puis après ça, tu te protèges, tu te crées une carapace qui est ça d'épaisse, puis après ça, tu te dis, moi, j'ai vécu telle souffrance. Fait que là, tout ce que je vais faire, c'est de me protéger, mais je ne penserai plus avec mon empathie. Fait que je ne vais pas assez d'aider mon prochain. C'est là qui est problématique parce que tu le vois, il y a du monde, là. Moi, dans le fond, j'ai vécu l'intimidation quand j'étais jeune. Au secondaire, je me suis fait intimider. J'avais pas la shape que j'ai en ce moment. J'avais une petite bedaine. Tous les pédiatres me disaient que j'avais un déficit d'attention, fait que j'allais avoir de la misère à socialiser, j'allais avoir de la misère à avoir des bonnes notes, puis tout ça. Puis moi, j'y croyais, fait qu'à force de me faire dire que je suis une victime, tu y crois, tu sais. Justement, un jour, j'ai réussi à... j'ai vu que mon TDAH, dans le fond, c'était un cadeau de Dieu. C'était une flamme à l'intérieur qui faisait en sorte que je peux être meilleur que bien du monde dans ce que je voulais être si je mettais ma tête puis mon âme, mon cœur dans ce que je faisais. Sauf que ça a pris du temps avant de réaliser ça. J'ai vécu bien de la souffrance. Puis j'ai décidé d'utiliser cette souffrance-là pour devenir une meilleure personne puis d'aider mon alentour. Mais j'ai vu d'autres mondes se faire intimider autant que moi qu'aujourd'hui. Ils sont rendus aigris par la vie. Ils détestent tout le monde. Ils sont juste tout le temps en mode protection. Je me protège, mais au détriment des autres. Puis c'est juste ça que je reproche des fois à certaines administrations, parce que j'aime pas ça de dire Israël, parce que j'ai tellement d'amis juifs qui sont tellement des bonnes personnes, puis j'ai plein d'amis musulmans qui sont des bonnes personnes aussi. Même si c'est deux religions dont je ne m'associe pas parce que je suis chrétien, je peux admettre que c'est des êtres humains qui ont des valeurs à la bonne place, peu importe la religion qu'ils vont avoir. Mais il y a peut-être certains politiciens qui embarquent là-dedans, absolument, il y a de puis qui sont en mode défensif, un peu comme Trump. Trump est en mode défensif en ce moment. Là. Il est en mode contre-attaque. Il s'est fait attaquer tellement que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il manque son humanité parce qu'il est en mode contre-attaque. Ouais. Mais quand tu arrives avec cette approche tribaliste-là, puis tu oublies ton humanité, c'est là qu'on voit vraiment c'est quoi la force de ton caractère. Puis c'est ça qui me dérange un peu avec ce qui se passe en Palestine. Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre des enjeux qui sont plus de l'ordre personnel, comme j'ai été victime d'intimidation, puis quelque chose qui est plus de l'ordre politique. Je pense pas qu'il y ait une différence. Je suis pas d'accord avec toi. Wally, peut-être le mot de la fin, puis ensuite on va clore. Le mot de la fin. Inspire-moi, donne-moi une... c'est-à-dire, concernant, peut-être juste sur cette discussion-là, tu as quelque chose à dire avant qu'on... Les mots de la fin, j'ai de la misère, ça. Peut-être dire un mot ou deux sur... Voulais-tu dire quelque chose sur Israël-Palestine avant qu'on termine? Juste sur ce sujet-là? Non, c'est un problème qui est nuancé, qui est très typiquement humain, comme beaucoup de problèmes. Rempli de nuances, rempli donc l'empathie est le point de départ. Et une solution réaliste. C'est la solution, je pense, et non une solution parfaite. C'est ce que j'aurais à dire sur ce sujet-là en particulier pour là. Comme dirait Forrest Gump, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cela. Alors, merci beaucoup, Wally, d'avoir accepté notre invitation. C'était pour nous un plaisir et un honneur de t'avoir. Puis nous, on a coutume de finir nos émissions avec la prière du Notre Père. Alors, on va peut-être se donner... attends, tu juste la connais-tu, la Notre Père? Je voudrais mentionner un peu... faire des annonces. Oui, vas-y. Bon, je vais en profiter donc pour un peu annoncer qu'est-ce qui s'en vient. Donc, évidemment, le livre sur l'Ukraine achève, l'ébauche, le manuscrit, dans le fond, achève. Je suis vraiment content. Il va être aussi bon que mon premier livre, Mission tireur d'élite, celui sur l'Afghanistan. Tout ce qui est les liens vers mes blogs, etc., c'est vraiment www.wally.news, comme nouvelle en anglais, wally.news, that's it. Fait que si quelqu'un se demande, il commence par là. Il y a ma page Facebook qui peut... La torche chez l'épée. La torche chez l'épée, exactement. Donc, c'est le point d'entrée. Es-tu sur X? Non, je ne suis pas sur X. Peut-être je devrais. C'est intéressant que tu mais en résumé, c'est ça. Oui, peut-être je devrais, parce que des fois, c'est le temps, j'ai tellement d'affaires à faire. Mais en résumé, qu'est-ce qui s'en vient? Le livre. Après ça, on finit le documentaire sur l'Ukraine. On a déjà été tourné là-bas, etc. Après ça, il y a des discussions autour d'un film. On va voir. Mais le documentaire va sortir quand? L'année prochaine.
OK. Ouais, fait qu'on a T'as tourné pas de un- date précise. Non, pas encore, parce que tant que, tant que ça n'a pas été prouvé, le rough cut, etc., je ne veux pas donner de date. Après ça, on peaufine, là, on est capable d'avoir un timeline. Mais il y a ça qui s'en vient. Le livre, ça s'en vient à grands pas. Je suis vraiment content. Il va être vraiment bon. Ensuite de ça, j'ai ma compagnie tech. Donc, la Hache de Dragon Inc., donc une compagnie tech, en fintech précisément, donc tout ce qui est blockchain, la cryptographie, la cybersécurité, etc. Du côté, là, je rentre dans le technique, mais du côté implémentation software, ça, c'est ma compagnie. En anglais, Dragon Axe. Donc, en anglais, mon site internet, c'est dragonaxe.io. Ça, c'est si on veut me trouver d'un point de vue professionnel. Donc, c'est ça. C'est en Ouais, on résumé. va tout mettre ça sur Ouais, c'est notre ça. YouTube. On va tout mettre ça. Ouais. Alors, Mais on est prête pour, j'imagine, la prière. Tu connais le Notre Père? Je le connais pas assez. Je devrais le connaître par cœur. Mais je le ressens. OK, bon, on va le faire. On va le Si prier. jamais tu te sens confortable à le faire avec nous autres, puis que les paroles te reviennent, les Puis on, paroles. puis on va offrir ce Notre Père-là pour toi, Wally, pour tes projets et pour solliciter la protection divine sur toi parce que, bon, c'est quand même quelque chose d'important. On a tous besoin de cette bénédiction-là de Dieu. Alors, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci beaucoup, Wally, pour cette entrevue fort enrichissante. Tu es une personne vraiment très posée et tu as beaucoup de connaissances sur le sujet. Puis aussi, on a dit des choses qui étaient très controversées, mais je pense que ça va faire du bien aux téléspectateurs de comprendre un petit peu c'est quoi la réalité de ce que tu fais, puis c'est quoi la réalité du monde. Donc, un gros Très merci. intéressant. Merci pour l'invitation. Merci, Wally. Oui, un plaisir.